Bien, bonjour à tous. Euh, alors, on va terminer aujourd'hui l'examen de la philosophie théorique de Kant. Ça va nous occuper la première partie de la séance, mais je voudrais le moins de temps possible pour qu'on passe à la philosophie pratique euh, de Kant pour les deux séances qui vont venir. Donc la philosophie, autrement dit, la philosophie morale de Kant, et puis ensuite également sa philosophie politique. Alors, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, je voudrais juste terminer ce qu'on a commencé à voir à la fin de la dernière fois, à savoir la critique que Kant fait de Hume. Okay, vous vous souvenez que, donc on est dans la philosophie théorique de Kant, sa philosophie de la connaissance ou sa métaphysique. Vous vous souvenez que pour lui, connaissance, métaphysique, tout ça, ça va ensemble. La métaphysique, c'est une discipline qui ne contient que des jugements synthétiques a priori. Et un des grands objectifs de Kant, c'est de répondre à Hume. Vous vous souvenez que Kant dit de Hume, c'est lui qui m'a réveillé de mon sommeil dogmatique. Il a complètement tort sur tout un tas de choses, mais au moins il a soulevé un défi important auquel je veux répondre. Et Kant annonce à grands coups de fanfare, de trompette, d'être très sûr de lui sur le fait qu'il a répondu à Hume, qui va proposer enfin une réponse au défi de Hume. Et qu'est-ce que c'est que Kant appelle le défi de Hume ou la question, le problème posé par Hume? C'est la question de savoir comment est-ce qu'on peut avoir une connaissance des relations causales entre les choses. Vous vous souvenez que pour Hume, la causalité, tout ce que c'est, ben vous allez me le dire, qu'est-ce que c'est la causalité pour Hume? C'est mieux quand je fais des rappels en vous posant des questions, sinon vous dormez. Oui, Mathéo. Deux éléments qui suivent. C'est deux éléments qui suivent. Qu'est-ce que ça veut dire Deux exactement? relations de suivi temporel. Par exemple, si je bouge ma bouteille d'eau, il y a mon bras qui bouge, et mon bras qui touche la bouteille d'eau, ma bouteille d'eau qui se déplace, mais il n'y a pas mon bras qui cause le mouvement de ma bouteille d'eau. Exactement. Donc la thèse de Hume, c'est qu'il n'y a pas de causalité dans le sens d'une connexion nécessaire entre les différents événements dans le monde. D'accord? Pourquoi est-ce que Hume pense ça? Parce que c'est un empiriste, et puis il dit tout ce que je vois, c'est des successions, au lieu que suivi, des successions entre différents événements. Il n'y a pas de relation entre les choses. D'accord. Et ça, c'est lié à Hume, pour Hume, c'est lié également à sa grande question, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui le problème de l'induction, qui est de savoir comment est-ce qu'on peut savoir du fait que de temps en temps, quand un événement en suit un autre, que ça va toujours être le cas. Comment, pour reprendre l'exemple de Hume, comment est-ce qu'on peut savoir que le soleil, étant donné que le soleil s'est toujours levé le matin, qu'il va se lever demain matin? On a l'impression qu'on peut le savoir, ok? Et Hume n'en doute pas. Il va continuer à s'habiller demain matin et à planifier sa vie comme si le soleil allait se lever demain matin. Il pense que ça, c'est ce qu'on doit faire. Il ne faut pas trop se casser la tête avec la... Enfin, il ne faut pas laisser la philosophie empoisonner notre vie quotidienne. Donc, c'est pas parce que je suis sceptique en philosophie que je vais me dire, oh là là, ça se trouve, le soleil ne se lève pas demain, on annule le pique-nique, ou je ne sais pas, parce que ce serait absurde. Donc, Hume pense qu'il faut continuer à mener notre vie ordinairement, mais il pense par ailleurs que si on veut vraiment donner des raisons de penser que le soleil va se lever demain, ben, on a du mal à trouver quelles sont ces raisons. D'accord? Et ça, c'est les deux défis auxquels Kant entend répondre, à la fois sur la causalité et sur l'induction. Et c'est une des grandes fonctions de sa théorie de l'entendement qu'on a commencé à voir la dernière fois. Est-ce que vous vous souvenez ce que c'est que l'entendement pour Kant? Donc on a étudié la sensibilité, qui a ses deux formes pures, l'espace et l'intuition. Qu'est-ce que c'est que l'entendement chez Kant? Oui. L'entendement, c'est la capacité presque psychologique qu'a l'esprit de projeter des formes et des catégories sur la réalité. Oui, et qu'est-ce qui le distingue de la sensibilité? Parce que la sensibilité, elle fait ça aussi. La sensibilité, elle distingue de deux formes qui sont des formes a priori avec les autres, c'est-à-dire l'espace et le temps. Ouais. Et l'entendement, on a plus des 12 formes. Exactement, il y a 12 catégories a priori de l'entendement que l'entendement va imposer, pardon, qu'on a là, que l'entendement va imposer sur le donné de la sensibilité. Donc vous vous souvenez,
schéma que j'ai honteusement piqué à un collègue, je devrais le citer, mais je sais pas, je n'ai pas trouvé le nom de cette personne qui s'est embêtée à faire ce schéma, mais ça a l'avantage de nous remettre en place tout ce que dit Kant. Donc on a des choses en soi qui causent en nous des sensations. Les sensations, c'est un vaste chaos. Et puis on a la première capacité psychologique qui nous constitue tous, c'est la sensibilité qui va imposer sur les sensations l'espace et le temps. Donc il n'y a pas d'espace et de temps. J'arrête tout de suite, hein, il n'y a pas d'espace et de temps à l'extérieur, mais c'est nous qui les imposons sur les choses. Ça, c'est ce qu'on a vu lors des séances, pas des séances précédentes, mais celles encore d'avant. Et puis, à ce à quoi on s'est intéressé la dernière fois, c'est de dire, bah, une fois qu'on a organisé les sensations dans l'espace et dans le temps, on a notre entendement qui entre en jeu. Et il y a une chose importante dans notre entendement, si vous regardez toutes ces catégories a priori de l'entendement, il y a la causalité. Et ça, c'est pour ça que j'ai commencé ce rappel par Hume en disant, bah, ce qu'on essaye de comprendre, c'est comment est-ce que le fait d'intégrer dans les catégories a priori de l'entendement la causalité, d'intégrer la causalité aux catégories a priori de l'entendement, va permettre à Kant de répondre à Hume. Lui pense qu'il répond à Hume, et il y a un grand débat parmi les commentateurs de Kant et les lecteurs de Kant pour essayer de comprendre quelle est exactement sa réponse. Okay. Et à l'arrivée, une fois qu'on a imprimé toutes ces catégories a priori de l'entendement sur le donné de la sensibilité, ben, on a l'objet des choses qu'on peut connaître scientifiquement. D'accord ? Ça, c'est le schéma de la philosophie théorique ancienne. Jean ? C'est juste, je n'ai pas très bien compris parce que vous nous aviez dit, il me semble que la sensibilité, c'est un phénomène qui est passif, tandis que l'entendement, c'est plutôt actif. Mais je ne comprends pas très bien en quel sens c'est passif ou actif. C'est un peu comme en biologie où ça demande de l'énergie ou c'est quoi? C'est une très bonne question. L'entendement, il est marqué par la... Non, alors effectivement, c'est pas... C'est compliqué, cette distinction passif-actif, parce que dans les deux cas, on a envie de dire c'est passif. Je ne peux pas décider, et Kant lui-même pense qu'on ne peut pas décider de dire j'applique la causalité ici, je ne l'applique pas ici. Hein, c'est quelque chose que notre raison fait, et elle le fait pour ainsi dire sans nous, d'accord? C'est notre appareil cognitif qui est là. Donc comment est-ce qu'on caractérise cette distinction? Kant dit encore que l'entendement est spontané. C'est pas évident, mais c'est une distinction qui est restée souvent par la suite, qui s'applique notamment en philosophie des émotions. On aura un séminaire au second semestre pour ceux d'entre vous qui suivront ça. Certains disent, dans la lignée kantienne, que les émotions, par opposition à la perception, elles ont quelque chose d'actif. Ça ne veut pas dire qu'on peut avoir les émotions volontairement comme on veut, mais que c'est comme une sorte de prise de position par rapport au monde. Donc si vous percevez, vous voyez du rouge, du bleu, vous entendez des sons, mais si après vous appréciez ou vous n'aimez pas, c'est comme si vous preniez une position par rapport à ce qui est devant vous. Donc dans ce sens-là, je ne sais pas si vous attrapez cette idée un peu vague, mais on fait quelque chose de plus, si vous voulez. On n'est pas juste le jeu d'une influence extérieure. On contribue activement, mais c'est pas qu'on aurait pu ne pas le faire. Mais voilà, c'est le mieux que je puisse vous dire là-dessus. Il y a c'est une vraie question de comprendre exactement en quoi l'entendement est actif par rapport à la sensibilité. Alors, en quoi est-ce que Kant... Donc, ça, c'était juste le petit rappel. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Est-ce qu'on peut avancer sur la causalité maintenant? C'est bon, je pense que tout ça, maintenant, on l'a plutôt bien vu. Alors, vous vous souvenez que... C'est le dernier... Pardon, je voulais juste faire un dernier rappel. Ah, oui, c'était là. Kant veut dire que cet entendement, avec ces 12 formes a priori, ces 12 catégories a priori, constitue une condition de possibilité de l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que sans ça, on ne pourrait pas faire les expériences qu'on fait. Okay. Et vous vous souvenez qu'on a mis le doigt sur une ambiguïté qu'il y a chez Kant en termes de qu'est-ce qu'il appelle l'expérience. L'expérience, dans certaines occurrences, c'est juste les sensations, le matériau brut des sensations, le chaos initial. Ou l'expérience, c'est parfois les sensations qui ont été informées par la sensibilité, les sensations qui sont dans l'espace et dans le temps. Ou encore l'expérience, c'est les sensations informées dans l'espace et dans le temps auxquelles on ajoute les formes a priori de l'entendement. D'accord ? Donc il y a un peu une ambiguïté sur savoir qu'est-ce qu'il a fait l'expérience. Je rappelle ça parce que ça va être important pour comprendre sa réponse à Hume maintenant. Alors je reviens à le dernier point sur lequel on était resté la dernière fois, qui est comment est-ce que Kant répond
à Hume. Ok. Et là-dessus, il y a beaucoup de doutes et c'est important d'essayer de voir quelle est la réponse de Kant et si cette réponse fonctionne. Donc on va voir les points, je vais rappeler brièvement les points sur lesquels Kant et Hume sont d'accord. On va se demander si la critique de Kant est consistante et puis on va se demander enfin si c'est bien une critique qui contredit Hume. Donc vous vous souvenez que sur les points d'accord entre Hume et Kant, il y a au moins les points suivants. Kant est d'accord pour dire que Hume a soulevé un problème central au sujet de la causalité. Il est d'accord pour dire que Kant et Hume sont d'accord tous les deux pour dire que la relation entre la cause et l'effet, au sens premier, est une relation nécessaire. La cause nécessite l'effet à arriver. Évidemment, Hume après va dire, dans ce sens-là, il n'y a pas de causalité, il faut redéfinir la causalité, mais dans le sens premier, ordinaire, les deux pensent que la causalité est une relation nécessaire. Les deux sont d'accord pour dire que la relation entre la cause et l'effet est une relation analytique et non synthétique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si vous dites le soleil chauffe le lac, vous ne pouvez pas observer... Vous avez un doute? Oui. Dites-moi. Si l'effet était synthétique et non analytique, parce qu'il m'a semblé que je disais qu'il était analytique et non synthétique. Non. Alors la relation, pardon, c'est peut-être moi qui ai dit une bêtise, la cause et l'effet, elle est synthétique et elle n'est pas analytique. Okay. Pourquoi est-ce qu'elle est synthétique? Si je vous dis une phrase, vous vous souvenez qu'est-ce que c'est qu'un jugement analytique pour Kant? C'est un jugement dont le prédicat est contenu dans le sujet. Contenu, qu'est-ce que ça veut dire? Certains diront c'est un peu métaphorique, mais Bolzano soulèvera cette thèse, Frege, cette objection, Frege aussi, mais là on accepte pour l'instant la thèse de Kant. Un jugement analytique, c'est un jugement dans lequel le prédicat est contenu dans le sujet. Maintenant, je vous dis la phrase suivante, le soleil réchauffe le lac, le sujet c'est le prédicat, le sujet c'est le soleil, le prédicat c'est réchauffe le lac. Est-ce que si vous regardez le concept du soleil, vous arrivez à analyser ce concept pour dire « Ah, si c'est un soleil, c'est qu'il doit réchauffer un lac ». Non, c'est pas comme tout célibataire n'est pas marié, d'accord? Le concept de réchauffer le lac n'est pas contenu dans le concept de soleil. Donc, c'est pas un jugement analytique, c'est un concept synthétique, d'accord? Ça va? Ouais. Pardon si j'ai inversé les choses. Donc, les jugements causaux sont des jugements synthétiques, les deux sont d'accord là-dessus. Les deux sont d'accord pour dire, et ça c'est le problème de l'induction de Kant, qu'on ne peut pas inférer des relations de nécessité causale, autrement dit des lois de la nature, seulement par l'expérience. Si vous voulez savoir si quelque chose A cause quelque chose B, ben vous ne pouvez pas juste observer une ou deux occurrences, parce que c'est de la nécessité. La nécessité, ça ne vous est pas donné par l'expérience qui vous donne que des choses contingentes. Les deux sont d'accord par ailleurs pour dire que les relations causales entre les choses ne peuvent pas être connues de manière a priori. Ce n'est pas des rationalistes. Comment est-ce qu'on pourrait savoir que le soleil réchauffe le lac juste en regardant à l'intérieur de nous? Et ça conduit à, je ne vous refais pas les citations, ça conduit à un vrai problème ici, sur lequel on a terminé la dernière fois, c'est de dire, mais alors, est-ce que Kant ne se contredit pas complètement au sujet de la causalité, en disant qu'on ne peut pas connaître la causalité de manière a priori, puisque c'est bien quelque chose qu'il y a dans le monde, la causalité pour lui. Dans le monde, vous vous souvenez ce qu'il appelle le monde, c'est les phénomènes tels qu'ils sont imprimés, constitués par les différentes couches, les deux couches de la sensibilité et de l'entendement qu'on a vu précédemment. Donc il y a bien de la causalité dans les phénomènes pour lui, mais on peut pas la connaître donc on ne peut pas la connaître de manière a priori, mais il dit aussi qu'on ne peut pas la connaître de manière a posteriori. Donc comment est-ce qu'on peut la connaître? Ça c'est un peu un doute qu'on a quand on lit Kant, et on a vu une réponse possible la dernière fois, qui est la réponse la plus courante, ou en tout cas la plus naïve, c'est de dire, attention, chez Kant, il y a deux types de jugements causaux, chez Kant et chez tout le monde en principe, c'est de dire, il y a le jugement que le soleil cause de la chaleur, ou que le soleil réchauffe le lac. Ça, c'est un jugement causal qui ne peut pas être connu de manière seulement a priori, d'accord? Il faut regarder ce qui se passe dans le monde. Mais il y a aussi des jugements causaux du type tout changement a une cause, et ça, c'est un type de jugement causal qu'on peut connaître de manière a priori, sans regarder d'après Kant, qu'on peut connaître a priori sans regarder dans le monde extérieur. Et c'est un énoncé synthétique, ça. C'est pas contenu dans le concept de changement qui doit avoir une cause, mais Kant dit, si vous voyez cet énoncé-là, il doit vous frapper par une forme de nécessité, d'évidence absolue.
c'est très clair que tout changement a une cause à ses yeux et qu'on peut savoir ça de manière a priori. Donc ça, c'est du synthétique a priori. Ok. Donc, je vous le redis une fois et je termine enfin ce rappel. Problème pour Kant, il a l'air de dire d'un côté, les énoncés causaux ou les jugements causaux, on ne peut pas les connaître de manière a priori, on ne peut pas les connaître de manière a posteriori, et pourtant on peut les connaître. Donc ça, c'est contradictoire, parce que a priori, a posteriori, il n'y a pas d'alternative. Hume n'est pas contradictoire parce qu'il dit on ne peut pas les connaître de manière a priori, on ne peut pas les connaître de manière a posteriori, mais il pense qu'on ne peut pas les connaître du tout. Il est sceptique, donc pour Hume, il n'y a pas de contradiction. Mais pour Kant, il veut dire on connaît la causalité. Donc comment? Comment c'est possible? Et la réponse à cette objection-là, qui n'est pas clairement donnée par Kant, mais qui est une interprétation que je vous propose là et qui est souvent retenue, c'est de dire en fait, il y a deux types d'énoncés causaux. Les énoncés causaux qui peuvent être connus de manière a posteriori, à savoir des énoncés empiriques du type le soleil cause la chaleur, et des énoncés causaux a priori comme tout changement a une cause. Donc au moins on est sorti de la contradiction ici. Dernière chose qu'on veut voir. Oui. C'est-à-dire que les énoncés du type le soleil cause la chaleur peuvent être connus par l'expérience, et que les énoncés type tout changement a une cause peuvent être connus a priori. Exactement. Et c'est un énoncé synthétique a priori, hein, ce n'est pas un énoncé analytique. Le fait que tout changement a une cause n'est pas contenu dans le concept. Le fait d'avoir une cause n'est pas contenu dans le concept de changement. Et du coup, l'énoncé le soleil cause la chaleur, Ouais. c'est un énoncé purement synthétique. Il est synthétique, mais il est a posteriori. Tous les énoncés a posteriori sont synthétiques. Vous vous souvenez chez Kant, hein? Donc, toutes les énoncés que vous apprenez, tous les énoncés qui sont fondés dans l'expérience sont des énoncés synthétiques, parce que l'expérience ne peut jamais vous présenter quelque chose ou prédiquer avec contenu dans le sujet. Vous ne pouvez pas voir qu'il pleut ou qu'il ne pleut pas. D'accord. Vous ne pouvez pas voir que Julie est identique à Julie. Toutes ces choses-là, c'est des énoncés synthétiques, analytiques, pardon, qui ne peuvent pas être perçus. D'accord. Enfin, qui ne peuvent pas être fondés dans l'expérience. Ça va? Donc, d'après cette interprétation standard, pour Kant, il y a des lois causales qui sont particulières. Le soleil réchauffe le lac. Elles sont contingentes, elles ne sont pas nécessaires, et on les connaît par l'expérience. Okay. Elles sont connues de manière a posteriori. Mais ça, c'est exactement ce que dit Hume, en fait. Okay. Elles sont nécessaires parce que vous les connaissez. La loi, le soleil réchauffe le lac, elle n'est pas nécessaire, autrement dit, elle est contingente, c'est la même chose. C'est connu par l'expérience. L'expérience ne peut pas nous donner de nécessité. Donc tout ce que nous donne l'expérience, c'est il y a du soleil, puis après ça chauffe. Mais ça, Hume est parfaitement d'accord. Donc là-dessus, il ne semble pas y avoir d'opposition entre Hume et Kant. Okay. Donc une question, c'est en quoi est-ce que cette thèse-là est une objection à Kant ou à Hume, pardon, ou une solution au problème de Hume. Kant insiste dans les promégomènes sur le fait que Hume a cherché à tort des relations causales entre les choses en soi, et que faute de les avoir trouvées, il a conclu qu'il n'y avait pas de relation causale entre les choses en soi. Ça, c'est un des endroits où Kant s'attaque le plus explicitement à Hume, les sections 28-29 des prolégomènes. Il dit, mais en fait, moi, je ne suis pas d'accord avec Hume, parce que Hume a cherché des relations causales entre les choses en soi, il n'en a pas trouvé, donc il a conclu qu'il n'y en avait pas. Et moi, je pense qu'il y en a. Mais en fait, pas du tout, parce que ni Hume, d'une part, Hume n'a jamais parlé de choses en soi, ça c'est une invention kantienne, les noumènes. Hume, c'était un empiriste, il ne pensait pas qu'il y avait quoi que ce soit dont on pouvait parler derrière l'expérience. Et puis Kant lui-même ne maintient pas qu'il y ait de causalité entre les choses en soi, en tout cas pas officiellement. Vous vous souvenez qu'il y a toujours cette objection pendante à Kant qui consiste à dire que les choses en soi causent certaines choses dans notre sensibilité. Alors, où peut gire enfin leur désaccord? Troisième possibilité, Kant insiste sur le fait que pour lui, la causalité n'est pas une fiction subjective de l'imagination, mais un concept pur, objectif de l'entendement. Okay. Vous vous souvenez que pour Hume, dans sa théorie révisée de la causalité, il dit que la causalité, c'est juste une fiction de notre imagination. On prend l'habitude que les choses se succèdent, et puis on se dit, le soleil s'est toujours levé, je ne peux pas m'empêcher de m'attendre à ce qu'il se lève demain. Mais ça, c'est une fiction de l'imagination pour Hume. Et Kant pourrait dire, c'est là où on n'est pas d'accord, Kant et moi, c'est que pour moi, la causalité, c'est un concept objectif de l'entendement. C'est dans notre nature humaine que d'avoir un entendement dont l'une des 12 catégories est la causalité.
C'est vrai qu'il y a une différence, mais d'un autre côté, souvenez-vous que le traité de Hume, il s'appelle traité de la nature humaine. Et pour Hume, le fait qu'on s'habitue à un changement et qu'on s'attende à le voir à nouveau, c'est fondé dans notre nature. Donc c'est pas non plus quelque chose qui est totalement contingent. Ça dépend du fait qu'on ait vu plusieurs fois le soleil réchauffer le lac ou le soleil se lever le matin. Mais c'est aussi fondé dans un principe de la nature humaine. Donc c'est pas complètement évident, qu'eu égard aux propositions causales contingentes, okay, le soleil réchauffe le lac, il y a un désaccord qui soit flagrant entre Hume et Kant. Alors peut-être le désaccord, il concerne cet énoncé-là, tout changement ou tout événement a une cause. Okay, peut-être que c'est là que Kant a vraiment dit vraiment quelque chose de radicalement nouveau par rapport à Hume, okay, qui lui permet de répondre à Hume. Pour Kant, c'est un jugement synthétique a priori. Rappelez-vous juste de ça, vous vous souvenez que le jugement, s'il y a une chose qui reste de la philosophie théorique de Kant, je crois que c'est vous qui aviez demandé la dernière fois, Mathéo, qu'est-ce qui reste de Kant, c'est vraiment ça, c'est le jugement synthétique a priori, d'accord ? Tout le monde n'est pas d'accord sur le fait qu'il y en a, tout le monde n'est pas d'accord sur la manière dont Kant les définit, mais il y a un large accord pour dire, il a jeté un pavé dans la mare en disant, il y a une forme de connaissance a priori qui est possible, et qui n'est pas juste une connaissance analytique ou purement logique. Et c'est précisément de cette connaissance que relève, dit Kant, l'énoncé « tous les événements ont une cause ». Alors ça, c'est vrai que, évidemment, Hume, pour lui, il n'y a pas d'énoncé synthétique a priori. Hume, c'est un empiriste, il pense qu'il y a des énoncés synthétiques, mais c'est toujours des énoncés a posteriori qui nous sont donnés dans l'expérience. Et les seuls énoncés qu'on peut connaître a priori, les relations d'idées, la logique, c'est des énoncés, ce sont des énoncés analytiques. Donc là, c'est vrai qu'il y a un désaccord, évidemment, entre Kant et Hume. Mais toute la question, c'est de savoir, on veut toujours savoir si Kant a répondu à Hume, si Kant a justifié de manière suffisante le fait que cet énoncé-là, c'était un jugement synthétique a priori. Okay. Est-ce que c'est vrai qu'on peut savoir de manière a priori que tout événement a une cause ? Comment est-ce que Kant justifie ce jugement ? Il dit, ça c'est une condition de possibilité de l'expérience. C'est sa fameuse déduction transcendantale, qui vient dans les deux versions auxquelles on a fait allusion la dernière fois. Donc là, la question qui se pose, c'est est-ce que Kant a réussi à faire ça ? Et un gros doute qui pèse sur la démonstration de Kant, c'est le doute qui a trait à la manière dont il utilise le concept d'expérience. Je vous en ai parlé la dernière fois, je le dis en rappel tout à l'heure. Kant veut dire on ne peut pas avoir d'expérience si on n'a pas la causalité. Okay, la causalité, c'est une condition de possibilité de notre expérience. Comment il montre ça ? Il dit, en deux mots, son argument c'est le suivant, c'est de dire notre expérience, elle est le produit de l'intervention de notre entendement. Or, notre entendement, il applique aux données de la sensibilité le concept de cause, donc le concept de cause, il fait partie de notre expérience. Okay. Mais c'est là que le rappel sur les différents types d'expérience prend toute son importance. C'est que si vous dites que l'expérience, c'est quelque chose qui vient de l'entendement, qui vient après l'entendement, qui vient après l'imposition des concepts d'inhérence, de causalité, d'identité, d'existence, etc., Hume va dire, c'est pas ce que moi j'appelle l'expérience. Moi, c'est ce que j'appelle la raison. Ce que j'ai appelé l'expérience, c'est pour ça que je vous ai rappelé les schémas tout à l'heure avec les pattes, l'expérience, pour Hume, ça vient de la sensibilité, ça vient avant l'entendement. D'accord ? Donc, Kant a un peu, comment on appelait ça, fait une pétition de principe en disant oui, il y a une expérience qui vient après l'entendement et forcément cette expérience, elle implique la causalité. Hume répondrait simplement, alors écoute, utilise le mot expérience dans ce sens si tu veux, mais moi j'ai jamais utilisé expérience comme ça. Moi je fais une distinction entre l'expérience et la raison, d'accord, mais la raison, elle n'est pas du tout, elle ne crée pas des expériences. Hein. Elle ne fait pas partie, elle n'est pas antérieure à l'expérience. Donc là, le doute par rapport à la réponse de Kant, c'est de dire, tu as un peu raté ta cible, dans le sens où tu as juste changé la manière dont on utilise le mot expérience, et c'est plus vraiment quelque chose qu'un Humien pourrait prendre en compte, puisque lui, il ne parle pas d'expérience dans le sens d'une expérience conceptuelle. Okay. Et puis à l'inverse, si Kant parle d'expérience dans le premier sens, autrement dit le matériau brut des sensations, ou le matériau brut des sensations informé par la sensibilité avec l'espace et le temps,
et bien alors là, on n'a plus aucune raison de penser que cette expérience, dans un sens qui est acceptable par Hume, implique la causalité. D'accord ? Tout ce qu'on voit dans l'expérience, c'est des choses dans l'espace et dans le temps. Et là, on n'a pas besoin de la causalité pour décrire cette expérience. Donc il y a un dilemme pour Kant ici de dire, soit vous utilisez expérience dans un sens conceptuellement chargé, et vous avez bien réussi à montrer que la causalité, elle est au cœur de l'expérience, mais Hume va vous dire, c'est pas ce que j'appelle l'expérience. Soit vous utilisez l'expérience dans un sens non conceptuellement chargé, et Hume va vous dire, ah oui, là on est d'accord, on parle bien de la même expérience, mais il va vous dire, vous n'avez pas réussi à montrer que la causalité est au cœur de l'expérience. D'accord ? Donc vous n'avez pas par suite réussi à montrer non plus que l'idée que tout changement a une cause, tout changement a une cause, est un énoncé synthétique a priori. Je vais vous épargner ça parce que je sens que tout ceci vous assomme. Et je conclus juste sur la philosophie théorique de Kant, eu égard à ce problème de la causalité. En dépit du fait que Kant répète avoir résolu le problème de Hume, ces textes restent obscurs à la fois sur ce qu'il appelle le problème de Hume et sur la manière dont il entend y répondre. Une chose claire est que Kant pense avoir montré qu'il existe des lois de la nature nécessaires et universelles. On n'est pas exactement sûr de savoir comment, mais en tout cas, il pense qu'on a pu sortir du problème de Hume, et ce vers quoi on va passer maintenant, c'est sa philosophie pratique. Il y a des lois de la nature nécessaires et universelles, on est contraint en tant qu'objet empirique, notamment par des lois causales, et une des grandes questions qui va se poser pour sa philosophie pratique, qui est une question, j'allais dire sempiternelle, pas tout à fait, mais qui est une question qui nous frappe par son urgence, c'est comment est-ce qu'on peut être déterminé par de la causalité, maintenant Kant pense l'avoir réintroduit, tout en étant libre. Kant, ça va être un défenseur en philosophie pratique de la liberté de la volonté, du libéralisme en philosophie politique. Donc il y a une tension entre le fait de réhabiliter la causalité contre Hume, d'une part, et de vouloir dire d'autre part, mais on est quand même libre en philosophie pratique comme en philosophie politique, et ça va être un des problèmes qui nous intéressent maintenant. Voilà comment je voulais clore là-dessus, sur cette philosophie théorique un peu assommante. Mais maintenant, on passe à la philosophie pratique joyeuse. Non, vous allez voir qu'elle n'est pas joyeuse, mais pas joyeuse du tout même. Alors, on parle de rigorisme kantien, comme on va voir tout à l'heure. Mais il y a quelque chose de plus accessible dans la philosophie pratique de Kant. Je reviens juste un instant sur les œuvres majeures de Kant. On s'est intéressé à sa philosophie théorique. Deux grands ouvrages, La critique de la raison pure, première édition de 1781, et Les prolégomènes à toute métaphysique future. C'est l'ordre dans lequel Kant écrit ses textes, et donc il commence par faire de la philosophie théorique, avant d'en venir à ces deux textes principaux de philosophie pratique, Les fondements de la métaphysique des mœurs, son premier grand texte, qui est un petit ouvrage qui est sur le Moodle. Il y a une traduction française, vous pouvez le lire en anglais ou en allemand. Le mieux, c'est encore de lire dans l'allemand original. C'est très lisible, contrairement à la critique de la raison pure qui tombe un peu des mains. C'est relativement court, c'est bien écrit. Il n'y a pas de problème de compréhension majeur. Il y en a toujours, mais en termes de clarté, c'est beaucoup plus accessible. Et puis, ça donnera lieu, j'en parlerai un peu moins, à sa critique de la raison pratique, qui est une version développé de ses fondements de la métaphysique des mœurs, sur lesquels je m'appuierai principalement. Et puis, ensuite, un certain nombre d'autres textes, c'est loin d'être exhaustif, critique de la faculté de juger sur l'esthétique, la téléologie qu'on n'abordera pas dans ce cours. Donc, on commence par la philosophie morale de Kant, avant sa philosophie politique. Et la question générale, c'est qu'est-ce qu'il faut faire en morale? Qu'est-ce que c'est une bonne action? Qu'est-ce que c'est une bonne personne? Qu'est-ce que c'est que d'être moralement bon? Qu'est-ce qu'un principe moral? Toutes ces questions-là. Et là-dessus, Kant va donner des réponses qui sont à la fois très originales et qui vont avoir une influence cruciale pour tout le reste de la philosophie pratique après lui. Donc aussi bien en philosophie théorique qu'en philosophie pratique et en philosophie politique, dont la philosophie politique, Kant va jouer un rôle central. Alors quand vous commencez à lire les fondements de la métaphysique des mœurs, la première chose que Kant dit, c'est qu'il y a une seule chose qui a de la valeur morale, c'est la volonté. Donc au cœur de la philosophie morale kantienne, il y a l'idée que c'est la volonté
qui a une valeur morale. La seule chose qui est fondamentalement moralement bonne, c'est la volonté. Que veut dire Kant en disant ça? Il dit qu'il y a d'autres choses qui ont de la valeur, comme les qualités du tempérament, ce qu'on appelle aussi les vertus, le courage, la persévérance, les dons de la fortune, le pouvoir, la richesse, la santé, la considération. Avec ces choses-là, peut-être la considération c'est un peu différent, mais c'est souvent des choses pour lesquelles vous ne méritez pas forcément d'être félicité. Si vous avez du pouvoir, si vous avez de la richesse, si c'est un don de la fortune, ça veut juste dire que vous en avez hérité, vous avez de la chance, mais c'est une bonne chose que d'en avoir. Et la thèse de Kant, c'est que toutes ces autres choses, dans la mesure où elles sont bonnes, ne peuvent dériver leur valeur que de la valeur de la volonté. Et ces choses peuvent devenir mauvaises si la volonté qui en fait usage est mauvaise. Voici ce que dit Kant. De tout ce qu'il est possible de concevoir dans le monde, et même en général hors du monde, il n'est rien qui puisse sans restriction être tenu pour bon, si ce n'est une bonne volonté, en majuscule, dans le texte original. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ça? On décrit cette position-là en disant que Kant souscrit à une version de monisme axiologique. Qu'est-ce que c'est que le monisme axiologique? C'est toute théorie qui soutient qu'il y a un seul type de chose qui a fondamentalement de la valeur, qu'on appelle la valeur finale, ou encore de la valeur intrinsèque. Il y a un peu les philosophes là-dessus hésitent parfois. Intrinsèque est plus courant, mais c'est plus précis de parler de valeur finale. Qu'est-ce que c'est que la valeur finale de quelque chose? C'est la valeur qu'une chose a pour elle-même, autrement dit en tant que fin, autrement dit non pas en tant que moyen. Donc il y a une distinction très importante entre deux types de valeurs, les valeurs finales d'une part et les valeurs instrumentales d'autre part. Si je vous dis c'est bien d'habiter à Neuchâtel, vous pouvez me dire oui, mais pourquoi c'est bien d'habiter à Neuchâtel? Là je vais vous dire c'est bien parce que il y a un lac. Oui, mais pourquoi c'est bien qu'il y ait un lac? C'est bien parce qu'on peut se baigner dans le lac. Pourquoi c'est bien de se baigner dans le lac? C'est bien de se baigner dans le lac parce que ça fait du bien. Puis là, si vous me dites encore, et pourquoi ça fait du bien de se baigner dans le lac? Ça fait du bien, c'est juste bien comme ça. Voilà. Dans ce type de questions-là, quand vous arrivez à un point où vous dites c'est juste bien, c'est fondamentalement bien, ça c'est ce qu'on appelle une valeur finale. Une valeur instrumentale, c'est la valeur de quelque chose qui conduit à autre chose qui a une valeur en général ultimement finale. D'accord? Le chocolat a une valeur instrumentalement bonne parce qu'il procure du plaisir. Mais si je vous dis pourquoi le plaisir c'est bien, souvent vous allez dire c'est comme ça, le plaisir c'est bien en lui-même. Donc, une valeur finale, c'est une valeur que quelque chose a pour elle-même. Maintenant, parmi les gens qui s'intéressent aux valeurs, ce qu'on fait souvent en philosophie pratique, vous avez une question qui est de savoir combien de choses ont une valeur finale. Combien de types de choses ont une valeur finale? La réponse de Kant, c'est une seule, c'est la volonté. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous avez connaissance d'un autre type de théorie qui dit non, pas du tout, Kant a tort, il y a seulement un seul type de chose qui a une valeur finale ou intrinsèque? Non? L'hédonisme. L'hédonisme, exactement. L'hédonisme, lui, va dire, ou l'hédonisme axiologique, lui, va dire, il y a un seul type de chose qui a de la valeur finale en lui-même, c'est le plaisir. Donc ça, c'est une autre grande alternative au monisme axiologique, non kantien, qui dit seul le plaisir a de la valeur finale. Dès que vous essayez de valoriser autre chose que du plaisir, en réalité, c'est que finalement, c'est quelque chose qui dérive sa valeur du plaisir. Donc ça, sont des... Oui, mais ça oui. Pas forcément en rapport, mais est-ce que l'utilitarisme, c'est une version hédoniste? C'est une bonne question. Alors, souvent on dit que l'utilitarisme, oui, c'est une version d'hédonisme, c'est l'idée qu'il faut maximiser la quantité de plaisir, diminuer la quantité de peine, plutôt maximiser le solde plaisir-douleur, faire en sorte qu'il y ait plus de plaisir et moins de douleur possible. Il y a différentes versions. Il y a une version égoïste d'utilitarisme en disant il faut faire ça chez vous, c'est pas grave si vous causez de la douleur aux autres. Il y a une version non égoïste qui dit il faut faire ça dans le monde. Donc souvent on dit que l'utilitarisme c'est ça. L'utilitarisme c'est une théorie qui vient de Bentham,
et puis qui a été raffiné après par John Stuart Mill et d'autres. Oui, c'est ça. Je m'arrête là. Hein. Après, on parlera de conséquentialisme, qui est une version un peu plus ouverte de l'utilitarisme. Mais l'utilitarisme, en général, c'est exactement... Ça repose sur cette thèse qu'à l'arrivée, seul le plaisir et la souffrance ont de la valeur. D'accord. Alors, Kant va être opposé à cette thèse-là. Mais il partage avec les utilitaristes l'idée qu'il y a une seule chose qui a de la valeur. Et gardez juste en tête que toutes ces deux thèses-là, seule la volonté bonne a de la valeur positive ou seul le plaisir a de la valeur positive, c'est des thèses qui sont monistes, qui disent qu'il y a un seul type de chose qui a de la valeur. Mais vous pouvez très bien être pluraliste axiologique et dire non, il y a beaucoup de choses qui ont de la valeur. Vous pourriez dire oui, la volonté bonne, elle a de la valeur. Le plaisir a de la valeur. Est-ce que vous voyez d'autres candidats possibles à des choses auxquelles on peut attribuer de la valeur intrinsèque? Le beau, donc les valeurs esthétiques, dire il y a, mais attention parce que quand on donc faut bien distinguer quand on parle de valeur ce qu'est une valeur de ce qui a une valeur. D'accord? Les porteurs de valeur des valeurs elles-mêmes. Ici. Donc là, on s'intéresse aux porteurs de valeur. On dit quels sont les types de choses qui sont essentiellement bonnes. Okay? L'utilitariste, l'hédoniste va dire le plaisir, c'est forcément bon. Okay? Kant va dire la volonté, bon, certaines formes de volonté, la volonté bonne, c'est forcément bon. Donc bon, c'est un peu. Si on dit le beau, c'est pas exactement ça. Il faudrait dire plutôt je sais pas. Certaines œuvres d'art sont forcément belles. Est-ce qu'il y a d'autres types de choses? Mais c'est vrai que au niveau esthétique, il y a des arguments pour dire qu'il y a des valeurs esthétiques finales. Est-ce que vous voyez d'autres types de candidats, Mathéo? L'amour ou l'amitié. L'amour, l'amitié, encore? Il va y en avoir plein. Oui. Après, il y a des versions où on veut défendre, je sais pas, l'égalité, la biodiversité. Exactement. Donc, vous avez plein de valeurs politiquement pertinentes où vous vous mettez à parler. Vous allez avoir des gens qui vont dire l'égalité, c'est la valeur, on en parle en philosophie politique, c'est l'une des valeurs cardinales en politique. D'autres vont dire non, c'est la liberté. D'autres vont dire c'est les deux. Ah, ça, c'est des pluralistes au sujet des valeurs politiques. D'autres vont dire non, il y a encore des valeurs de conservation. Dire ah, ben, c'est encore un autre type de valeur. Diversité, etc. Vous avez aussi des valeurs, Jean? Oui, c'est un petit peu une autre question, mais développe. Alors, je reviens à vous après. Et puis, vous avez des valeurs, vous y pensez pas, honte à vous, mais vous avez des valeurs épistémiques, celles qui nous intéressent, d'accord? Les valeurs de la connaissance. Peut-être que la connaissance, elle a une valeur intrinsèque. Hein. On reviendra en philosophie politique sur l'argument de Nozick contre l'utilitarisme pour dire non, il y a d'autres choses que le plaisir qui a une valeur intrinsèque. Et puis, vous avez d'autres valeurs épistémiques avec lesquelles on vous bassine, la rigueur, la clarté, et puis des valeurs négatives comme la confusion, etc. Donc tout ça, c'est des candidats potentiels pour dire il y a différentes valeurs primitives. D'accord? Donc un pluraliste au sujet des valeurs va faire son marché dans tous ces candidats-là. Il va dire moi je les prends pour des valeurs premières. Un problème qu'a le pluraliste, que n'a pas le moniste, ça va être de hiérarchiser les valeurs et de dire comment vous sous-pesez les choses. Hein. Tout bêtement, parfois vous avez un conflit entre la connaissance et le plaisir. Vous avez certaines connaissances qui causent du déplaisir. Je vais vous apprendre quelque chose qui va vous faire mal. Vous allez tous mourir. Okay? Ah, c'est une connaissance qu'on des fois on se dit on aimerait mieux pas avoir ça. Alors, comment est-ce qu'on soupèse la valeur de la connaissance de la valeur du plaisir? Si vous êtes un pluraliste, vous avez toujours ce problème-là. Problème que n'a pas Kant, que n'a pas l'hédoniste non plus. Alors voilà, c'est une petite parenthèse sur les différentes positions au sujet des théories des valeurs sur lesquelles vous reviendrez aussi dans le cours d'éthique avec le professeur Schubert-Possède. Jean. Mais moi, je ne vois pas tellement la bonne volonté ou la volonté bonne. Est-ce que ça s'oppose à ne pas avoir de volonté, ou est-ce qu'il y a un système de valeurs qui motive la volonté, qui est considérée comme bonne, et d'autres qui sont considérées Alors, comme ça va être la question qu'on va voir maintenant. C'est parce que vous mettez le doigt sur le problème important. Quand on dit il y a une seule chose qui a de la valeur, c'est la volonté bonne. Oui, mais qu'est-ce que c'est qu'il faut qu'une volonté est bonne? On a très envie de dire une volonté, elle est bonne parce qu'elle conduit à de bonnes choses, parce qu'elle a de bonnes conséquences. Mais ça, ce serait du conséquentialisme, et c'est précisément ce que Kant veut éviter. D'accord? Donc il ne va pas regarder ça du tout. Hein, mais ça va être un des problèmes qu'on va chercher à éclairer maintenant, qui va nous aider à comprendre la subtilité de sa position théorique. Okay. Donc la thèse de Kant, c'est que seule la volonté bonne a une valeur finale positive, pas le plaisir. Okay? Le plaisir, il n'a pas une valeur positive, en tout cas pas une valeur morale positive.
Alors, ce que je viens de vous dire maintenant, c'est que pour Kant, non seulement la volonté, elle est finalement bonne, mais pour savoir si une volonté est bonne, il ne faut surtout pas regarder ses conséquences. Okay. Parce que si jamais la volonté, elle était bonne parce qu'elle conduisait à de bonnes choses, la valeur de la volonté, elle serait plus finale, elle serait instrumentale. Si vous dites une volonté bonne, elle est bonne parce qu'elle conduit à de bons effets, vous êtes en train de dire que la volonté, elle hérite sa valeur de la valeur de ses effets. Donc vous êtes en train de faire exactement la même chose que ce que je disais tout à l'heure au sujet du chocolat qui cause du plaisir. On dit le chocolat il est bon parce qu'il cause quelque chose de bon, du plaisir. Si vous êtes un conséquentialiste, vous vous dites une volonté elle est bonne parce qu'elle cause certaines choses bonnes. Donc si vous avez une volonté généreuse, si vous voulez faire du bien à autrui, si vous voulez sauver l'environnement, etc., toutes ces choses-là, vous allez dire ces volontés-là sont bonnes parce qu'elles ont des bons effets. Mais Kant va dire non, c'est surtout pas ça qui doit faire qu'une volonté est bonne. Il ne faut pas regarder du côté des effets parce que moi, ma thèse, c'est que la volonté, elle est bonne en soi. Elle est bonne finalement, intrinsèquement. Okay. Donc si on entend par conséquentialiste la thèse selon laquelle la valeur d'une volonté dépend de la valeur de ses conséquences, Kant rejette le conséquentialisme. Alors je fais une petite parenthèse quand vous avez parlé de l'utilitarisme tout à l'heure. L'utilitarisme, c'est une version de conséquentialisme. Qu'est-ce que c'est que l'utilitarisme? Je vous le disais, c'est l'idée qu'une action est bonne ou une volonté est bonne si elle maximise le solde plaisir-souffrance. Okay. Après, les utilitaristes, certains ont dit, mais c'est quand même bizarre, on est d'accord sur l'idée qu'une action est bonne si elle a de bonnes conséquences, mais c'est dommage de restreindre les bonnes conséquences d'une action simplement en termes de plaisir et de douleur. Parce qu'il y a tout un tas de choses qu'on peut faire qui ne causent pas de plaisir et de douleur, et qui ne sont pas des actions très chouettes. Il y a des exemples anti-utilitaristes classiques, c'est vous avez Jean Balthazar qui nous enquiquine tous, il est dépressif, il est pénible au possible, sa vie pour lui est un enfer et ça fait qu'il cause un enfer à tout le monde autour de lui. Vous avez un moyen de tuer Jean Balthazar sans le faire souffrir. Pour un utilitariste, il dirait « Ah ben très bien, on maximise le solde plaisir-souffrance. De toute façon, sa vie n'était pas heureuse, il nous enquiquinait tous. On va discrètement mettre un peu de poison dans son café, puis voilà, bonne action moralement. » Puis les anti-utilitaristes disent « Non, non, ça c'est une mauvaise action. » Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres types de valeurs, par exemple la valeur de la vie d'une personne, qui sont ici pas respectées. Donc les conséquentialistes, le conséquentialisme, c'est une forme de généralisation. Enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais tout ça, c'est juste des ismes. Hein, mais ce qui est important de comprendre, c'est la distinction entre les positions. C'est une forme de généralisation de l'utilitarisme en disant qu'est-ce que c'est qu'une action bonne? C'est une action qui a de bonnes conséquences. Parfois, les conséquences peuvent être bonnes parce qu'elles génèrent du plaisir, mais parfois, elles peuvent être bonnes parce qu'elles génèrent de la connaissance, parce qu'elles évitent à quelqu'un de mourir, parce qu'elles génèrent toutes les actions qu'on vient de mentionner là, parce que on n'a pas mentionné les valeurs religieuses, le profane, le sacré, etc. Donc tout ça, ça dépend complètement des valeurs que vous acceptez. Le conséquentialiste va dire, quelles que soient les valeurs que vous acceptez, une action est bonne si vous maximisez les choses bonnes. D'accord? Et le point crucial pour nous, c'est que Kant rejette non seulement le conséquentialiste dans sa version hédoniste, il dit c'est pas vrai que seul le plaisir a de la valeur, non, non, parce que seule la volonté bonne a de la valeur, mais il rejette toute forme de conséquentialisme parce qu'il dit la valeur de la volonté ne vient pas de la valeur de ses conséquences. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'une bonne action, ne regardez pas du côté de ses conséquences. Ce que c'est qu'une action moralement bonne. Ce qui fait que la bonne volonté est telle, ce ne sont pas ses œuvres ou ses succès, ce n'est pas son aptitude à atteindre tel ou tel but proposé, c'est seulement le vouloir, c'est-à-dire que c'est en soi qu'elle est bonne. Ça paraît un peu bizarre. Pourquoi juste vouloir, ça serait bon? Donc il ne faut pas confondre ici la thèse selon laquelle une volonté est bonne parce que ses conséquences réelles sont bonnes, il y a quelques distinctions à faire ici. Une autre thèse qu'on rencontre souvent, c'est la thèse selon laquelle une volonté est bonne parce que ses conséquences visées sont bonnes. Donc vous pourriez être plein de bonnes intentions puis vous planter systématiquement, échouer à réaliser les choses que vous voulez, mais au moins vous visez des conséquences qui sont bonnes. Et puis la thèse selon laquelle une volonté est bonne indépendamment de ses conséquences réelles ou visées. Alors vous avez une thèse qu'on mentionne souvent quand on dit c'est l'intention qui compte. On vous offre une horreur à Noël et puis vous dites ouais merci ça fait plaisir, c'est l'intention qui compte, d'accord? Donc vous ne savez pas quoi faire de ce nouveau joli canevas, vous n'allez évidemment pas le mettre dans votre chambre, mais merci c'est l'intention qui compte. Là vous avez la volonté elle est bonne parce que les conséquences visées sont bonnes.
c'est raté, mais vous évaluez positivement l'action. C'est pas non plus ce que fait Kant, d'accord? Kant dit ni qu'une volonté elle est bonne parce que ses conséquences réelles sont bonnes, j'ai vraiment réussi à faire plaisir à la personne à qui j'offre mon cadeau, ni qu'une volonté est bonne parce qu'elle est cherchée à faire du bien mais qu'elle a échoué, le cadeau raté. Il dit qu'une volonté elle est bonne indépendamment de toute conséquence, que ce soit des conséquences réelles ou des conséquences visées. C'est ça qui est très surprenant dans la thèse de Kant. Et on va essayer d'éclairer ça. Mais maintenant, avant de venir à la question qui vous brûle, j'espère, Kant va dire, on a la volonté qui est bonne, ça je me donne ça comme la valeur ultime, fondamentale, et grâce à la volonté bonne, je vais pouvoir vous dire ce que c'est qu'une action qui est bonne. Qu'est-ce que c'est qu'une action qui est moralement bonne? C'est une action qui résulte d'une volonté bonne. Okay. Donc si on dit que le conséquentialisme, c'est la thèse selon laquelle la valeur d'une action dépend de la valeur de ses conséquences, Kant rejette aussi le conséquentialisme dans ce second sens. Alors, ça c'est le schéma, on va le compléter petit à petit, initial de Kant dans la présentation de sa philosophie morale dans les fondements de la métaphysique des lois. Vous avez la volonté, qui a une valeur, volonté bonne, qui a une valeur finale positive, et si vous agissez sur la base de cette volonté, alors vos actions seront bonnes. Okay. Elles seront bonnes parce qu'elles résulteront d'une volonté qui est bonne. Avec la manière dont l'action ici, c'est une parenthèse ici, la manière dont l'action est bonne, c'est pas que l'action est instrumentalement bonne. Hein, c'est pas que l'action en question aide à faire du bien. C'est juste que l'action, elle résulte de quelque chose de bien. Hein. Donc vous avez deux manières pour la causalité de transmettre les valeurs. Vous pouvez dire les causes des bons effets sont bonnes, ça c'est la valeur instrumentale. Okay, ce qui cause quelque chose de bon, c'est instrumentalement bon. Mais vous pouvez dire aussi, les effets des bonnes causes héritent de leur cause une valeur positive. Et ça, c'est une autre forme de valeur dérivée, une valeur qu'on peut appeler valeur consécutive ou conséquentielle. Est-ce que vous arrivez à penser à d'autres formes de valeurs de ce type-là? Les effets des bonnes causes sont bons. Que ce soit des exemples auxquels on souscrit ou pas. Dans quel type de cas on dit des choses comme ça? Les effets des bonnes causes eux-mêmes héritent la valeur de leur cause. Au niveau religieux, ouais. Si, je sais pas, on croit que être en relation à Dieu, prier, c'est bien, les prières vont être bonnes parce qu'elles sont issues de, je sais pas, notre relation à Dieu, de nos efforts de piété. Oui, peut-être que ça marche. Je pensais que vous auriez dit quelque chose de plus direct encore quand vous avez pensé à l'exemple religieux, parce que quelque chose d'encore plus évident dans le domaine religieux, c'est de dire, si vous pensez qu'il y a un Dieu bon et créateur, vous vous dites la création, elle est positive. Vous voyez le monde autour de vous, vous dites, ah, c'est bon parce que ça a été créé par un Dieu infiniment bon. Vous avez la même chose en art. Vous dites parfois, ça c'est un ouvrage de Van Gogh, donc ça doit avoir de la valeur. Hein, ça peut être aussi. Alors, est-ce que c'est vraiment le type d'évaluation qu'il faut accepter? On peut en douter. Il y a un dernier type d'évaluation de ce type-là. J'arrive, Jean. Pardon, oui, vous avez un exemple peut-être? C'est plus de demander par rapport à ça précisément. Je suis plus très sûr que c'est le bon terme, mais ça ne fait pas un peu comme le sophisme de l'origine, ça, après, de dire, ah oui, parce que l'origine est considérée comme bonne, le produit, l'effet produit est forcément bon aussi, et du coup, on ne questionne plus la valeur en soi d'un jour. Alors, je ne sais pas si c'est le sophisme, je ne sais pas ce que vous appelez le sophisme de l'origine, mais je pense que il y a un doute sérieux sur la question de savoir est-ce que dans ces exemples-là ça marche. Donc, si je vous dis pourquoi il est beau parce que c'est un tableau de Van Gogh, c'est bien, on peut dire non, au contraire, on aime bien Van Gogh parce qu'il a fait des beaux tableaux, mais il a bien pu faire une croûte. Si ça se trouve, il était complètement encore plus souple les autres soirs, ce soir-là, et puis il a fait vraiment n'importe quoi. On va pas dire, c'est le. Donc, ça paraît être, je sais pas si c'est un sophisme, mais ça paraît être quelque chose, la causalité dans ce sens-là, qui transmet pas toujours la valeur. Mais je vous donne un exemple qui est peut-être tout aussi plausible que le cas de Kant. C'est l'exemple du je vous vole votre vélo, Jean. Il a plus de chaîne. Je cours. Donc, mon action de voler le vélo de Jean, c'est une action qui est injuste, okay, ou qui est moralement, disons, injuste.
La situation qui résulte de cette action, la conséquence de cette action, c'est que Jean n'a plus de vélo et moi j'ai un vélo. La situation qui résulte de cette action, c'est aussi une situation injuste. D'accord ? On emploie le terme injuste, qui est un terme de valeur, à la fois pour qualifier des actions et pour qualifier les résultats de certaines de ces actions. Ou si un juge prend une décision injuste et met en prison un innocent, la décision est injuste, et puis après, le fait que l'innocent soit en prison, c'est aussi quelque chose d'injuste. Vous voyez que injuste dans le second sens, c'est exactement dans ce sens-là. Hein. Ce qui suit d'une mauvaise cause ici est mauvais. Donc, je pense que la réponse à la question de Jean de froncer les sourcils, de ce qui a été fait par Van Gogh, c'est pas toujours beau. C'est plutôt de dire, la question, c'est plutôt de savoir à quelles conditions ce qui suit de quelque chose de bon est bon, ou quelque chose de mauvais est mauvais. On ne peut pas l'exclure toujours parce qu'il y a des cas où c'est plausible, puis il y a des cas où c'est pas plausible. Dans le cas de Kant ici, je pense qu'on voit l'intuition, d'accord ? On voit l'intuition parce qu'une action est bonne si elle suit d'une bonne volonté. Donc, il voulait faire le bien, il a fait une action, il voulait faire le bien, sa volonté était bonne, donc son action est bonne, mais il y a quelque chose d'intuitif là-dedans, de dire si on agit sur la base de bons motifs, il y a quelque chose de positif. Alors, ça ne répond pas à la question à laquelle on va répondre après la pause, de savoir pourquoi diable la volonté est-elle bonne ? Qu'est-ce qui distingue une volonté bonne d'une volonté mauvaise ? Vous avez 10 petites minutes de pause, on reprend à 16 pour trouver la réponse à cette question. Qu'est-ce qui fait qu'une volonté peut être bonne, si ce n'est le fait qu'elle ait de bons ou de mauvais effets ? Donc on se retrouve à 16. Bien. Vous aviez 10 minutes pour trouver la réponse à la question de savoir comment est-ce qu'une volonté peut être bonne si ce n'est pas pour ses conséquences. Je suis sûr que vous avez trouvé. Jean ? Je ne sais pas si c'est vraiment une solution, mais moi ça me rappelle un peu Nietzsche dans le sens qu'il y a un côté créatif, dans le sens j'ai une volonté, il y a une création de volonté, tandis que dans l'autre sens, il y a un peu plus côté réaction, quoi. Je fais quelque chose pour que ça soit vrai, enfin c'est... C'est bien de mentionner Nietzsche, je n'ai pas pensé à ça, mais donc chez Nietzsche, on en parlera un petit peu pour ceux qui... On a fait un séminaire pour certains l'année dernière, puis dans les cours du second semestre, les 13 grands philosophes, je pense qu'on fera une séance sur Nietzsche. Un des thèmes importants chez Nietzsche, c'est de dire que la volonté, c'est quelque chose de bien en soi. Faire, quoi, c'est la volonté en acte, c'est quelque chose de très positif. Ça pourrait être la thèse de Kant, de dire pourquoi la volonté, elle est bonne indépendamment de ses conséquences, c'est parce que au moins c'est un déploiement de notre énergie, de notre activité, de notre volonté de puissance, comme dit Nietzsche, et ça c'est bien, hein, c'est quelque chose qui serait bien en soi. Mais c'est pas ça la réponse de Kant, parce que pour Kant, il y a des volontés bonnes et il y a des volontés mauvaises. Kant, il est terriblement moraliste pour Nietzsche. Nietzsche, il déboulonne la morale, il trouve que c'est absolument infect, en particulier Kant. Donc, ça, c'est une bonne tentative de réponse, mais Kant va dire non, moi je veux vous dire qu'il y a une volonté qui est moralement bonne, une volonté qui est moralement mauvaise, et celle qui est moralement bonne, elle est moralement mauvaise, elle est moralement bonne en elle-même. Okay. Qu'est-ce qui peut la rendre moralement bonne ? Ça peut pas être une autre valeur. J'ai deux hypothèses. Une hypothèse assez simple, c'est que je dire que c'est primaire. On a l'impression que la volonté c'est bon et on n'arrive pas plein. Et une deuxième hypothèse, ce serait chez Kant, il y a cette idée d'impératif catégorique. Donc la volonté est bonne parce qu'elle suit un certain nombre de principes qui s'appliquent partout au nom de son universalité. Très bien. Donc c'est précisément ça que va dire Kant. Vous avez très bien dit les choses. Qu'est-ce qui fait qu'une volonté est bonne si ce n'est... Donc ça ne peut pas être la valeur de ses conséquences réelles, je vous redis le problème, ça ne peut pas être la valeur de ses conséquences visées, Kant n'en veut pas non plus. Ça ne peut pas être aucune autre valeur, parce que Kant dit la volonté, elle est fondamentalement bonne et ne dérive pas sa valeur d'aucune autre valeur. Qu'est-ce que ça peut être ? Solution, ce serait de dire, première solution de Matteo, c'est de dire la volonté, elle est juste bonne en soi. Au bout d'un moment, on ne peut pas trouver des explications à tout. Donc la volonté s'arrête. Il y a des volontés qui sont primitivement bonnes et des volontés qui sont primitivement mauvaises. Pourquoi ? Je ne peux rien dire de plus. C'est pas ce que fait Kant, et ce serait bizarre de faire ça, parce que en soi, c'est pas évident qu'il y ait des choses... Enfin, déjà, la volonté, on voit pas la volonté, puis comment est-ce qu'on distingue une volonté primitivement bonne d'une volonté primitivement mauvaise ? On a envie de savoir pourquoi.
comparé à d'autres choses où on peut comprendre ce que c'est qu'un primitivisme au sujet des valeurs. Si je vous dis, il y a des tableaux qui sont beaux, puis d'autres qui sont pas beaux, on n'arrive pas à dire pourquoi. En matière d'esthétique, ça arrive assez souvent qu'on dise « Ah, ça c'est bien. Pourquoi est-ce que c'est bien? Je ne sais pas, mais on voit que c'est réussi. » Alors après, les experts peuvent creuser un peu, dire là c'est la composition, etc. Mais souvent, on est frappé par la valeur des choses sans être capable de dire pourquoi. Mais ça ne nous arrive pas vraiment sur la volonté. Quand on contemple notre propre volonté, pas comme faculté, mais les différents actes de volonté, on ne regarde pas nos différents actes de volonté en disant « Ah ouais, ça c'était bien ce que j'ai voulu ce jour-là, puisque j'ai voulu ce jour-là, c'était pas bien, ça paraît très, très étrange. » Donc, cette forme de primitivisme, ce sera une option, mais très peu plausible. Mais il y a une autre option. La deuxième qu'a dit Matteo, c'est de dire que la volonté, elle va tirer sa valeur, non pas du but, non pas d'une autre valeur, mais d'un devoir, d'une règle, d'un principe, que Kant va appeler l'impératif catégorique. Voici ce que dit Kant. Une action accomplie par devoir tire sa valeur non pas du but qui doit être atteint par elle, mais de la maxime d'après laquelle elle est décidée. Elle ne dépend donc pas de la réalité de l'objet de l'action, mais uniquement du principe du vouloir, principe, maxime, d'après lequel l'action est produite sans égard à aucun des objets de la faculté de désirer. Que les buts que nous pouvons avoir dans nos actions, que les effets qui en résultent considérés comme fins et mobiles de la volonté ne puissent communiquer à ces actions aucune valeur absolue, aucune valeur morale, cela est évident par ce qui précède. Que le conséquentialiste soit jeté par-dessus bord, c'est évident, je viens de le montrer. Où donc peut résider cette valeur si elle ne doit pas se trouver dans la volonté considérée dans le rapport qu'elle a avec les effets attendus de ses actions? Elle ne peut être nulle part ailleurs que dans le principe de la volonté, abstraction faite des fins qui peuvent être réalisées par une telle action. Donc la volonté, elle agit selon un principe. Okay. Et c'est de là qu'elle va tirer le fait d'être bonne. Donc en première approximation, il y a des volontés bonnes, il y a des volontés pas bonnes. Les volontés bonnes, c'est celles qui agissent selon les bons principes, et les volontés pas bonnes, c'est les volontés qui n'agissent pas selon les bons principes ou qui agissent selon les mauvais principes. Donc la volonté bonne, on l'a vu, elle ne tire pas sa valeur d'aucune autre valeur. Elle a une valeur fondamentale. Okay. Mais cela ne signifie pas forcément que sa valeur ne soit pas dérivée d'autres facteurs normatifs. Qu'est-ce qu'on entend par un facteur normatif? Ici, un autre facteur normatif, c'est précisément une norme. Okay. Donc il y a au moins deux choses quand on parle de morale. En fait, il y en a plus que deux, mais il y a au moins deux types de choses qui ne sont pas des choses qu'on appelle naturelles ou descriptives. Il y a les valeurs d'un côté, bon ou mauvais, puis il y a les normes obligatoires, permis, il faut que, tu dois. Okay. Ça, c'est une distinction très importante, la distinction entre les valeurs et les normes, qui va être cruciale pour l'éthique kantienne. J'y reviens dans un instant. Donc la norme, c'est ce que Kant va appeler l'impératif catégorique. Je pensais que je ne l'avais pas mis déjà là. Pardon, je vais le préciser par la suite. Mais il y a une norme, on ne sait pas encore laquelle elle est pour l'instant. On appelle la loi morale. La loi morale doit déterminer la volonté pour que celle-ci puisse être appelée bonne, absolument et sans restriction. Okay. Donc, la loi morale, c'est ce qui fait qu'une volonté est bonne. Le devoir est la condition d'une volonté bonne en soi, dont la valeur passe tout. La valeur est plus élevée que toutes les autres valeurs. Donc qu'est-ce que c'est qui fait qu'une volonté est bonne? C'est que cette volonté, elle agit en suivant un devoir. Donc on peut compléter notre schéma maintenant. On sait qu'une action est bonne si elle vient d'une volonté bonne. D'où vient une volonté bonne? Elle ne peut pas venir d'une autre valeur, mais elle va venir d'une norme, okay, d'un principe, d'un devoir. Alors évidemment, pour faire sens de ce schéma-là, vous avez une distinction qui est cruciale ici, c'est la distinction entre les valeurs et les normes. On ne se pose pas toujours la question de savoir qu'est-ce qui distingue les valeurs et les normes. On dit souvent quand on parle d'éthique, de philosophie politique, on parle des valeurs, on parle des normes, tout ça, on met ça un peu dans un grand sac, et puis on se dit, ouais, c'est à peu près pareil, c'est des choses pas naturelles, c'est des choses qui nous disent ce qu'il faut faire, ce qu'il est bon de faire, il n'y a pas vraiment de différence. Mais maintenant, vous voyez que pour Kant, il doit y avoir une différence, et même indépendamment de Kant, il y a sans doute une différence ici. Est-ce que vous arrivez à voir ce qui peut distinguer une valeur d'une norme? Quel genre de critère de distinction, si on veut mettre le doigt là-dessus, peut opposer les valeurs et les normes? Oui. J'ai l'impression qu'une norme peut directement suivre un comportement, alors que pas d'une valeur. D'une norme peut suivre un comportement. Il faudrait préciser parce que si je vous dis il faut lire Kant, et si je vous dis il est bon de lire Kant,
On peut dire, bah, dans les deux cas, la reconnaissance de ces deux choses vous motive à lire Kant. Si vous croyez en mon autorité, me faites confiance, enfin, il y a plein de clauses qui doivent être ajoutées ici, mais donc il faudrait préciser pourquoi est-ce que les normes, plus que les valeurs qui se rapportent aux actions, nous conduisent à agir. Est-ce que vous avez d'autres critères, Giacomo? Peut-être j'ai dit la même chose, mais il me semble qu'une norme, c'est une façon, le devoir de faire quelque chose, tandis que la valeur, par contre, comme vous disiez, je dois lire Kant, c'est bon de lire Kant, de dire je dois lire Kant, il me semble plus fort comme valeur. Plus fort. Si je vous dis la meilleure chose que vous puissiez faire dans votre vie, c'est de lire Kant. Je vous dirai jamais ça, mais et si je vous dis il faut lire Kant, est-ce qu'on n'a pas... le premier jugement, c'est un jugement de valeur, c'est le jugement de valeur, la meilleure chose que vous puissiez faire dans votre vie. En un sens, est-ce qu'on ne peut pas dire ça c'est aussi très fort, c'est presque aussi fort qu'une norme, hein? Parce que peut-être que c'est juste qu'on a choisi la mauvaise valeur. Si on compare il est bon de lire Kant à il faut lire Kant, on peut dire oh il est bon, c'est pas... Si je dis la meilleure chose possible c'est de lire Kant, là-dessus, fort, pas fort. Oui. Mais moi, peut-être je me trompe, mais en tout cas, dans la représentation que j'en ai, la norme, c'est un peu comme une boîte noire où on peut, enfin, quand on passe quelque chose dans cette boîte noire, le résultat, il est forcément rempli de valeurs, et puis voilà, les valeurs, c'est plus un but, ou je sais pas comment dire, un état final, justement, comment on dit ça? Ça, j'aurais de la peine à expliquer. Mais ouais, les normes, c'est plus vraiment cet aspect de boîte noire, quoi, pour moi, où il se passe un truc, quoi. Tout seul, une norme, ça fait rien. Il faut qu'il y ait un mouvement, en fait, dans la norme. Ok, alors je reviendrai peut-être sur la notion d'état que vous avez dit tout à l'heure, sur la valeur qui qualifie les états. Peut-être ça fera écho à ça. Une autre proposition? Oui. Et en quoi ça c'est distinct des valeurs? En fait, la valeur, ça donnerait une direction. En quoi donner une direction, ça dicte pas notre conduite? Si je vous dis c'est bien d'aller là-bas. En tout cas, une valeur ne dicte pas nécessairement le conduite, en fait. Ouais. Alors là, on s'approche d'un des grands critères qui s'applique bien, en tout cas à la manière dont Kant utilise la distinction de valeur et norme, c'est que peut-être c'est ce que vous aviez, une partie de ce que vous aviez en tête avec l'état à l'instant, Jean, c'est de dire les normes, en tout cas pour Kant, elles prennent toujours la forme, elles sont formulées comme un impératif, fais ça, ne fais pas ça, et donc elles ne portent que sur des actions. Okay? Vous ne pouvez pas avoir une norme qui dit qu'il n'y ait plus de cancer. Ça ne marche pas, c'est pas une norme. Il est interdit qu'il y ait du cancer, qu'il y ait des cancers, c'est absurde. Donc l'idée c'est que les normes, elles portent sur des actions nécessairement, tandis que les valeurs, elles peuvent porter sur autre chose que des actions. On peut dire que c'est bien de faire ou mal de faire telle ou telle action, mais on peut aussi dire que ce serait bien qu'il n'y ait plus de cancer. Donc l'idée que les valeurs ont un domaine d'application beaucoup plus large, y compris qui peut s'appliquer à des états. C'est pour ça que j'ai tiqué quand vous aviez dit état tout à l'heure, enfin tiqué positivement. Les valeurs, ça peut être quelque chose qui qualifie juste il n'y a plus de faim dans le monde. Ça, c'est une bonne chose. Okay. On ne peut pas dire juste avoir une norme qui dit il est interdit qu'il y ait de la faim dans le monde. Bah, ça, c'est un peu ça semble un peu absurde. Donc ça, c'est un premier critère de distinction entre les valeurs et les normes. Il y en a beaucoup, mais je vous en mentionne quelques autres. Un autre critère important, c'est que les valeurs, elles peuvent varier par degré, tandis que les normes ne peuvent pas varier par degré. Donc vous pouvez dire que Julie est plus ou moins jolie. Vous pouvez avoir des comparaisons. Vous pouvez dire Julie, elle est plus jolie que Mélanie. Vous pouvez avoir des valeurs comparatives. Tout ça, c'est basé sur les différents degrés de valeur. Tandis que pour les normes, vous n'avez pas différents degrés. Vous ne pouvez pas dire ça, c'est très très obligatoire. Ça, c'est très 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 obligatoire. Vous pouvez éventuellement y avoir des hiérarchies entre les normes. Dire que la norme du droit européen est plus élevée que la norme des droits des pays qui appartiennent à la communauté européenne, ça, c'est des hiérarchies de normes, d'accord? Vous pouvez dire que
les normes morales sont plus importantes que les normes esthétiques, ou au contraire que les normes esthétiques sont plus importantes que les normes morales. Mais ça, ça revient pas à dire que la norme morale, elle est plus obligatoire que la norme esthétique. Okay, vous introduisez juste une hiérarchie entre les normes, mais ce ne sont pas des degrés de normes. Donc ça, c'est une distinction. Et puis je vous mentionne, il y en a quelques autres, mais j'en mentionne juste une autre qui est importante. C'est que pour les normes, vous avez des relations logiques entre les normes qui sont très bien définies et aisées à définir. Autrement dit, si j'autorise Jean à utiliser mon vélo, parce que le sien n'a plus de chaîne, donc j'autorise Jean à utiliser mon vélo, et que je ne lui interdis pas d'utiliser mon vélo, ça c'est la même chose. Ne pas interdire quelque chose et autoriser, c'est la même chose. Si maintenant j'oblige Jean à quoi? À aller se baigner dans le lac, juste en sortant, tout habillé. C'est la même chose que de lui interdire de ne pas aller se baigner dans le lac juste après. Donc vous voyez que juste en jouant avec la négation, on se dit qu'est-ce que c'est qui est mieux, obliger, interdire? Mais en fait, ça dépend. Être obligé de fumer, si je vous interdis de marcher sur la pelouse ou que je vous oblige à pas marcher sur la pelouse, ça vous fait une belle jambe. C'est la même chose, en fait, d'accord? Par contre, avec les valeurs, vous pouvez pas faire ce type d'équivalence-là. Si je dis il est élégant de porter un chapeau, vous ne pouvez pas en conclure qu'il est inélégant de ne pas porter de chapeau. Donc si je dis c'est obligatoire de porter un chapeau, vous pouvez en conclure que c'est interdit de ne pas porter de chapeau. Par contre, si je dis c'est bon de porter un chapeau, vous ne pouvez pas en conclure que c'est mauvais de ne pas porter de chapeau. Ça pourrait juste être complètement neutre. Ouais. Mais est-ce qu'on n'arrive pas à une forme de violence qui est comme les normes qui vont être plus ou moins, elles sont encore sur un continuum, si on peut. Les valeurs. On va dire qu'il est plus élégant de porter un chapeau et de conclure que ne pas porter de chapeau est moins élégant. Oui, si vous partez. Alors, si vous avez des valeurs comparatives, si vous dites il est plus élégant de porter un chapeau que de ne pas porter de chapeau, ça vous pouvez. Vous allez effectivement. Mais c'est même pas conclure, c'est déjà contenu dans la valeur comparative. Mais si vous avez une valeur non comparative, ici, dire il est bon, on prend juste il est bon, là. Il est bon que P, vous ne pouvez pas en conclure qu'il est mauvais que non P. Parce que non P, ça pourrait juste être neutre, souvent. Ça peut être aussi mauvais, mais ça peut juste être neutre. Ça, c'est un grand problème. Mais cela dit, certains ont essayé de définir toutes les valeurs en termes de valeurs comparatives en disant qu'est-ce que c'est qu'être bon? C'est être meilleur que sa contradictoire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être bon? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'il est bon de porter un chapeau? On veut juste dire qu'il est meilleur de porter un chapeau que de ne pas porter de chapeau. Okay. Mais ces tentatives-là, elles se heurtent au problème justement du fait qu'il y a des états qui sont neutres. Il y a un article fameux de Chisholm et Sosa qui montre exactement ça, ce type de relation logique. Donc, je ne veux pas vous assommer avec ça, ni rentrer trop dans les détails, parce que ce n'est pas directement pertinent pour Kant, mais c'est pertinent pour voir qu'il y a une distinction importante dans le domaine normatif entre les valeurs et les normes. Okay, et la chose peut-être à garder en tête pour vous, c'est que et là-dessus, Kant est plus fin que Hume. Vous vous souvenez que Hume, il a cette idée sur laquelle je ne vais peut-être pas suffisamment insister, qu'on ne peut pas passer de être à devoir être. On ne peut pas tirer la morale on ne peut pas constater qu'un certain nombre de choses sont le cas et dire « Ah, et donc voilà ce qui doit être le cas ou voilà ce qui est bon ». Mais pour Hume, il n'y a pas des distinctions très fines dans le domaine moral entre les normes et les valeurs. Et il y a d'autres choses que les normes et les valeurs qu'on met souvent dans cet élément, dans ce règne normatif. Vous avez la notion de raison, avoir une raison de faire quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui est typiquement un élément normatif. Vous avez les concepts de vertu qui sont centraux pour certains types d'éthique, les types des vertus, des types aristotéliciennes. Vous avez encore les concepts d'émotions, de désirs, d'états mentaux qui sont appropriés ou inappropriés. Donc tout ça, c'est des concepts qui appartiennent à cette grande famille de concepts ou de phénomènes normatifs qui nous intéressent en philosophie pratique. Donc il n'y a pas que les valeurs, okay, ou il n'y a pas que les normes. C'est en fait assez riche la variété des concepts normatifs. Et la grande originalité de l'éthique kantienne, c'est non seulement de distinguer entre les valeurs et les normes, même si Kant ne rentre pas dans les détails comme on vient de le faire ici sur ce qui les distingue, il prend la distinction pour acquise, et c'est de dire c'est les normes qui sont fondamentales dans son éthique à lui. Okay, donc c'est parfois...
vous entendez souvent parler du déontologisme de Kant. Okay, quand vous avez des cours en éthique, on dit souvent, il y a deux grandes théories d'éthique normative. Il y a le conséquentialisme, on a vu ce que c'était, une action est bonne si elle a de bonnes conséquences. Et puis, il y a le déontologisme. Okay. Et déontologisme, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire, d'une part, le fait qu'on rejette le conséquentialisme, et c'est vrai que quand il est déontologiste dans ce sens-là, il ne pense pas qu'une action est bonne parce qu'elle ait de bons effets. Mais ça peut vouloir dire une thèse, non pas tant d'éthique normative que de ce qu'on appelle la métaéthique, qui est l'idée que les normes ont une priorité sur les valeurs. Le concept éthique fondamental, c'est le concept de normes. Okay, c'est les obligations, les devoirs, les interdictions. Et être bon, être mauvais, tout ça c'est un concept qui est moralement secondaire par rapport au concept de normes. Et ça, c'est précisément la thèse de Kant, et c'est précisément également la thèse qui va horrifier quelqu'un qui écrira un peu après Kant, Scheler, un phénoménologue du début du XXe siècle important, qui va précisément contester Kant là-dessus. Kant va dire ce qui est fondamental, c'est les normes. Et Scheler va dire pas du tout. Ce qui est fondamental, ce sont les valeurs. Je vous donne juste deux citations. Quand on veut savoir qui c'est qui est prioritaire entre les valeurs et les normes, voici ce que dit Kant. Nulle chose, en effet, n'a de valeur en dehors de celle que la loi lui assigne. La loi, c'est une norme, évidemment. Okay, donc les valeurs dérivent des normes. Thèse fondamentale du déontologisme kantien. Et voilà ce que répond Scheler. Tout ce qui possède une valeur positive doit être, tout ce qui possède une valeur négative ne doit pas être. La corrélation ainsi définie n'est aucunement réciproque, mais strictement unilatérale. Toute obligation se fonde sur des valeurs, mais les valeurs ne se fondent jamais sur une obligation. Vous voyez que c'est complètement inverse. Kant dit une action, une volonté est bonne parce qu'elle suit un certain impératif, une norme, et Scheler dit non, n'importe quoi qui est obligatoire, c'est obligatoire parce que c'est bon, parce que ça a une certaine valeur. Donc vous voyez qu'il y a deux oppositions totales ici dans la manière dont vous approchez les choses normatives. Donc Kant, c'est un déontologiste dans ce sens. Il pense que les normes sont premières. Et ça va avoir une importance spéciale, parce que si ça posez maintenant la question de savoir comment est-ce qu'on connaît ces choses-là, les valeurs et les normes. Vous avez un certain nombre d'arguments pour dire que les valeurs, on peut les connaître par l'expérience. Certains pensent que les valeurs, les émotions, typiquement, nous donnent accès aux valeurs. Okay, vous vous souvenez, même Hume, le sentimentaliste de Hume, pense que on a un sens moral. On peut sentir les choses qui sont bonnes à faire ou pas. On a aussi un sens esthétique. Vous pouvez voir la beauté d'un tableau, voir la grâce d'une danse, voir l'élégance d'une personne. Okay, donc, les valeurs, je ne dis pas que c'est des thèses qui ne sont pas problématiques, mais l'idée qu'il y a un accès empirique aux valeurs, elle n'est pas d'emblée à jeter par-dessus bord. Elle a un degré de plausibilité qui est relativement important. À l'inverse, si vous vous demandez comment vous connaissez les normes maintenant, comment vous savez qu'il est interdit de tuer les bébés phoques pour rigoler, ce n'est pas quelque chose que vous voyez directement. Ça peut nous frapper comme une forme d'évidence, mais comment est-ce qu'on connaît les normes? C'est pas vraiment c'est pas une émotion qui nous donne ça. Évidemment, on a des émotions en réponse aux violations de normes. Si quelqu'un viole viole en plus un bébé phoque, juste pour rigoler, ça suscite chez nous de l'indignation, du dégoût. Enfin, mais ça, vous voyez bien que c'est à la violation de la norme qu'on réagit, mais c'est pas la norme elle-même. Comment est-ce qu'on connaît les normes? C'est peu plausible de dire que c'est par l'expérience. Ça peut être quoi d'autre alors? Comment est-ce qu'on va pouvoir connaître les normes? Si c'est pas l'expérience? Une thèse classique, c'est par la raison. Par la raison, exactement. Donc, il y a un corollaire épistémologique à la priorité qu'on donne aux normes ou aux valeurs, c'est que les philosophes qui vont donner la priorité aux valeurs vont avoir tendance à accorder un grand poids à l'expérience. Scheler, typiquement ici, dit qu'on peut sentir les valeurs, que si on fait attention, c'est une des formes d'éducation morale, mais pas seulement esthétique, c'est d'apprendre à être sensible aux valeurs. Donc ils vont donner du poids à l'expérience, tandis que les philosophes qui, comme Kant, considèrent les normes comme fondamentales, eux, ça va être compliqué de s'appuyer sur l'expérience et vont donner un poids très important à la raison dans la morale en particulier. Et on va voir que Kant, c'est précisément un rationaliste moral. Oui. Je ne sais pas, mais c'est pas tous les normes peuvent venir de la rationalité. Par exemple, si une maxime c'est voler c'est mal, moi j'ai besoin d'avoir la notion de propriété. La notion de propriété, moi je ne l'apprends pas par la rationalité, mais plutôt par l'expérience.
La notion de propriété, ah oui, pas de propriété métaphysique, d'appartenance. Oui, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être concédé par un rationaliste moral. C'est-à-dire, un rationaliste moral peut dire, c'est pas bien de tuer les bébés phoques pour rigoler. Je suis d'accord avec vous que le concept de bébé phoque, c'est pas un concept qu'on découvre a priori, c'est pas une catégorie a priori de l'entendement, pas pour Kant. Heureusement, ce serait vraiment ridicule. Pas le concept de rigoler non plus. Il y a tous ces concepts-là, on les découvre par l'expérience, hein, d'accord. Kant, c'est quelqu'un qui, donc souvenez-vous, il veut faire la synthèse entre Leibniz et Hume. Il pense qu'une partie de la connaissance vient de l'expérience, de la sensibilité. Donc on découvre un certain nombre de choses comme ça. Mais maintenant, ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire, à l'aide de ces concepts qu'on a découverts dans l'expérience, y compris le concept de propriété, dans votre exemple à vous, ça c'est quelque chose qu'on découvre par la raison. Okay, c'est ça l'idée des rationalistes, c'est de dire maintenant on réfléchit, on a tous nos concepts empiriques qui nous viennent de l'expérience, qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui est interdit, et là c'est pas l'expérience qui nous le donne, ça va être un certain nombre de raisonnements. Ça c'est la proposition. Hein. Et si vous n'aimez pas ça, la question, c'est, j'arrive tout de suite, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut découvrir un principe. Okay. Si vous croyez comme Scheler que les valeurs sont premières, vous pouvez dire, ah ben, en fait, un principe, il suit de la nature des valeurs. Donc moi, je sens les valeurs, et puis après coup, il me semble évident que si une chose est bonne, alors toute chose égale par ailleurs, il ne faut mieux pas la détruire, il faut essayer de s'assurer qu'elle continue à exister, par exemple. Donc vous pouvez déduire les principes les principes moraux de votre connaissance des valeurs. Si vous n'avez pas ça d'abord, vous devez accorder un crédit important à une forme de construction rationnelle qui va vous permettre d'accéder à des principes politiques ou moraux, et c'est précisément ce que va faire Kant, ce que vont faire aussi en philosophie politique Rawls et beaucoup d'autres. Il y a un certain nombre de cas où on découvre par la raison des bonnes choses à faire, moralement, politiquement, peut-être aussi esthétiquement, même si c'est plus compliqué pour l'esthétique. Jean ? Mais je ne sais pas tellement comment formuler ça, mais est-ce que par rapport à ce que vous dites maintenant, est-ce que j'ai tort de croire que les valeurs, il y a quelque chose de naturel là-dedans, alors que, au contraire, les normes, c'est construit. Enfin, est-ce qu'on peut imaginer l'inverse? Oui, alors, parce que normes. Est-ce que les valeurs, est-ce que les normes, c'est construit? Alors, il y a un sens, il y a une ambiguïté dans le concept de normes. Parce que il y a des normes de comportement, par exemple, les normes qu'on étudie en sciences sociales qui sont juste tout le monde se comporte de telle ou telle façon. Une norme ici, c'est que on parle le français en cours, par exemple. Est-ce qu'il y a une obligation de parler français si vous vous mettez soudain à parler russe? C'est pas que vous violez une obligation, vous violez plutôt une norme une norme tacite de régularité de comportement. Dans ce sens de norme, peut-être il y a quelque chose de construit. Maintenant, si vous prenez le norme en termes d'obligation, c'est une question de savoir si elles sont toutes construites ou pas. Il y a des normes qui sont clairement construites, c'est les normes du droit positif, ça c'est sûr. Le législateur arrive et dit dorénavant il est interdit de marcher sur la pelouse, c'est pas une norme qui était là avant l'intervention humaine. Mais la thèse de Kant, c'est qu'il y a des normes qui sont des normes qui ne dépendent pas de nous. Et ça va être l'impératif catégorique qu'on doit tous suivre et qu'on découvre en quelque sorte. Évidemment, ils dépendent de notre constitution à nous aussi, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a créé librement en disant on pourrait décider d'une autre loi morale maintenant. Bien. Alors, où est-ce qu'on en est? Je reviens juste à mon schéma. On en est maintenant à l'idée suivante. Pour Kant, ce qui est fondamentalement beau, c'est la volonté. Et pourquoi la volonté? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui distingue une volonté fondamentalement bonne d'une volonté pas bonne? C'est que la volonté bonne, elle est fondée sur une norme. Deux questions qui se posent maintenant à nous, c'est que diable est cette norme sur laquelle se fonde la volonté bonne? Ok? Ça va être ce que Kant appelle l'impératif catégorique. Il va nous falloir découvrir ce que c'est que l'impératif catégorique. Et deuxième question, qu'est-ce que c'est pour la volonté que se fonder sur une norme? C'est un peu bizarre de dire ça. Comment est-ce que vous agissez volontairement selon une norme? Qu'est-ce que ça veut dire que d'agir selon une norme? Et puis on va commencer par cette seconde question. Que je vais peut-être vous poser, on va essayer de faire ça de manière plus interactive. Donc, si je vous dis maintenant, donc il y a une norme. La norme, c'est pour la semaine prochaine, et c'est pas une blague, c'est pas un si, c'est une norme. Pour la semaine prochaine, vous devez lire les 30 premières pages des fondements de la métaphysique des mœurs. Okay, ça, c'est la norme. Qu'est-ce que c'est que pour votre volonté
que de suivre cette norme maintenant, que d'être fondé dans cette norme. Comment est-ce que vous faites? Vous avez l'obligation de lire les fondements de la métaphysique des mœurs. Votre volonté doit se régler sur cette norme. Ça consiste en quoi pour votre volonté de se régler sur cette norme? Cherchez pas compliqué, première réponse, elle est très simple. Comment? Le faire. Le faire. Votre volonté, c'est juste de dire, bah, j'ai l'obligation de faire ça, donc je vais agir en conformément à la norme. Si vous lisez les fondements de la métaphysique des mœurs, les 30 premières pages pour la semaine prochaine, vous avez satisfait la norme, vous avez agi conformément à la norme, et vous pouvez vous dire, voilà, ma volonté à respecter la norme. Okay, bah, ça, c'est précisément ce que Kant va nier. Il ne va pas vous dire qu'il ne faut pas le lire, qu'il ne faut pas lire les fondements de la métaphysique des mœurs, mais il va vous dire que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'agir conformément à une norme pour avoir agi selon la norme. Il faut qu'en plus, vous ayez respecté la norme. Si juste agir conformément à une norme sans avoir cette norme en vue, ça ne va pas être suffisant. Il ne faut pas agir simplement conformément à la norme, mais il faut agir par devoir, va dire Kant. Alors, on va essayer maintenant de comprendre cette distinction entre agir conformément au devoir et agir par devoir, qui est une distinction, elle aussi, cruciale pour Kant. Pourquoi est-ce que la conformité, ça ne suffit pas? Kant va dire la chose suivante. Si vous satisfaisez une norme, un devoir, simplement parce que vous trouvez du plaisir dans cette satisfaction, ça ne suffit pas encore à ce que votre volonté soit bonne. Autrement dit, si vous agissez conformément au devoir, non par devoir, mais simplement par inclination, par plaisir, alors votre volonté ne sera pas bonne pour autant. Comment il faut faire pour agir par devoir? Il faut non seulement agir conformément à la loi morale, mais il faut agir par respect pour cette loi morale, et non seulement par inclination. Donc vous avez des devoirs moraux, on n'a pas vu lesquels encore, mais imaginez des devoirs moraux, vous ne devez pas les faire parce que ça vous fait plaisir de les satisfaire, vous ne devez pas vous dire en fait c'est plutôt bien de ne pas torturer des bébés phoques, ça, moi j'aime bien pas torturer des bébés phoques, donc Non, il faut le faire par respect pour la loi morale. Okay? Là seulement vous êtes un être moral. Et je vous donne 2 citations très explicites là-dessus. Lorsqu'il s'agit de ce qui doit être moralement, ce n'est pas assez qu'il y ait conformité à la loi morale, il faut encore que ce soit pour la loi morale que la chose se fasse. Il faut respecter la loi. Mais respecter dans un sens profond, pas juste suivre la loi, mais vraiment reconnaître l'importance de la loi comme guide de votre action. Et regardez cette citation de Kant qui va appeler un certain nombre de commentaires sur ce qu'on a appelé après Kant le rigorisme kantien en éthique. Être bienfaisant, quand on le peut, est un devoir, et de plus, il y a certaines âmes si portées à la sympathie que même sans aucun autre motif de vanité ou d'intérêt, elles éprouvent une satisfaction intime à répandre la joie autour d'elles, et qu'elles peuvent jouir du contentement d'autrui en tant qu'il est leur œuvre. Pardon. Donc il prend l'exemple de quelqu'un qui est naturellement enclin à faire du bien. Il prend plaisir à faire du bien à autrui. D'accord, ça l'air. Puis on a envie de dire, on se dit, là, il va applaudir Kant. Ah non, Kant, il n'applaudit pas. Mais je prétends que dans ce cas, une telle action, si conforme au devoir, si aimable qu'elle soit, n'a pas cependant de valeur morale véritable, qu'elle va de pair avec d'autres inclinations. Car il manque à la maxime la valeur morale, c'est-à-dire que ces actions soient faites non par inclination, mais par devoir. Donc si vous faites du bien à autrui juste parce que vous aimez faire du bien à autrui, vous êtes quelqu'un de bon, et pas par devoir, vous n'êtes pas encore moral. Okay. Il vous manque le respect pour la loi. Oui. Mais il faut se faire plaisir, mais qui est conforme à une norme. N'est pas moralement bon, mais... Alors, oui, c'est une bonne question. On est neutre, mais... Vous n'êtes pas moralement bon, ça c'est sûr, mais ça serait bizarre de dire que vous êtes moralement mauvais. C'est sans doute mieux que de torturer autrui juste parce que vous y prenez du plaisir. Est-ce que c'est moralement meilleur? C'est un bon point. Je ne sais pas ce que répond Kant ici.
et je ne sais pas s'il dit quelque chose de crucial là-dessus. Je vais regarder. Euh, parce que la question, c'est hiérarchiser. Si vous voulez, je ne vais pas répondre, mais ça ouvre une question importante qui est, il y a un problème en éthique qui est de savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on cherche en éthique. Est-ce on cherche à faire en éthique des lois pour des agents idéaux, des agents moraux parfaits, si on veut être des saints moraux. Et c'est un reproche qui a été fait à Kant de dire, ben, tu nous dis ce qu'il faut faire, même si on accepte ton éthique, tu dis ce qu'il faut faire pour être parfait. Mais il y a une question de savoir comment est-ce qu'on fait une éthique pour des agents faibles, des agents qui souvent font pas ce qu'ils voient le bien, puis ils font autre chose à côté, parce qu'ils voient que c'est ça qu'il faudrait faire, mais ils vont quand même manger du Nutella. Et puis et comment est-ce qu'on fait pour formuler une éthique suboptimale? Et c'est exactement votre question, qui est de dire, okay, si j'arrive pas à respecter la loi, mais si au moins je fais le bien autour de moi, même si c'est pas pour respect pour la loi, est-ce que ça, par respect pour la loi, est-ce que ça c'est quand même pas mieux que de faire le mal autour de moi ou de pas faire le bien autour de moi? Et en réalité, je suis pas sûr que Kant dise quelque chose, même si je vais vérifier, parce que c'est pas ce qui l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'action optimale. Hein. Il a les yeux rivés sur qu'est-ce que c'est qu'un l'action morale parfaite. Vous avez une question, Giacomo? Non. En réalité, c'est que il fait vraiment une différence entre l'inclination et les lois. Parce que si deux personnes ont des troubles moraux, ont des mêmes troubles moraux, un par le revoir, un par l'inclination, effectivement, on a une différence à nombre. Si toutes les personnes ont les mêmes faits qui disent Kant, mais par l'inclination, ça change quelque chose dans le monde. Je ne vois pas trop ce devoir intrinsèque par différence à l'inclination. Il me semble juste que. Mais changer quelque chose dans le monde, là, vous présupposez une forme de conséquentialisme. Vous présupposez que la chose qui compte, c'est la valeur des conséquences. Et c'est précisément pas ce que fait Kant. Mais cela dit, le contraste que vous venez de dire est important parce que le contraste, c'est précisément celui-ci. Vous avez deux personnes qui font la même action, qui est une action bonne, qui font du bien autrui, par exemple. Vous en avez une qui le fait par pur plaisir, puis vous en avez une autre qui le fait par respect de la loi morale. Et l'idée de Kant, c'est celle qui le fait par respect de la loi morale, c'est elle la sainte morale. Okay, donc le saint moral. C'est-à-dire que la personne qui agit par pur respect de la loi, et pas par inclination, elle est moralement meilleure que l'autre. Et vous pouvez radicaliser l'exemple en disant que imaginez que ça vous dégoûte de faire du bien à autrui, il n'y a rien de pire pour vous que de faire du bien à autrui, puis ça vous fait souffrir péniblement, mais vous le faites quand même parce que vous respectez la loi morale. Et là, Kant vous dit bravo, c'est le sommet de ce que vous pouvez faire. Tandis que si à côté, Matteo fait du bien à autrui parce que ça lui fait du bien, quand il dit ouais, c'est là où je ne sais pas exactement ce qu'il dit, c'est plutôt pas mal, mais c'est pas encore d'être le maximum de la moralité. Oui. L'inclination est moins solide que le devoir, parce que l'inclination est aussi changée dans le temps. Ah! Alors, on va voir que c'est une bonne idée de dire pourquoi est-ce que Kant dit ça. C'est peut-être parce que si on doit toujours avoir de l'inclination, ben on risque de voguer au gré de nos inclinations. Le jour où on est déprimé, on va plus faire du bien à autrui, ou peut-être même on va commencer à faire du mal à autrui. Comment? Ouais, exactement. On ne va pas dire. Par contre, le respect de la loi, j'arrive tout de suite, mais ça. Le respect de la loi, c'est quelque chose de permanent. Mais ça, c'est le genre de justification qui est justement conséquentialiste et que Kant veut éviter. C'est un gros problème pour son éthique. Parce que là, vous êtes en train de dire le respect de la loi. Respecter la loi, c'est meilleur parce que ça a de meilleures conséquences. Okay, et Kant ne va jamais vouloir ça. Il dit, moi je pense qu'il ne faut pas mentir. On est très tenté de dire qu'il ne faut pas mentir parce que mentir, ça cause tout un tas de problèmes. On ne nous fait plus confiance, la société ne marche plus. Il dit, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas mentir. C'est pas parce que ça a de mauvaises conséquences. C'est peut-être vrai aussi que ça a de mauvaises conséquences. Mais la raison fondamentale pour laquelle il ne faut pas mentir, c'est juste qu'il y a une loi de laquelle, l'impératif catégorique de laquelle découle l'idée qu'il ne faut pas mentir. Vous voyez donc oui, bonne idée, mais Kant dirait merci, mais non merci, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Moi, ma question, par rapport au. J'ai de la peine à savoir, en fait, est-ce que l'inclination et le devoir sont mutuellement exclusifs ou pas? Non, vous pouvez avoir les deux. Ouais. Vous pouvez agir par respect de la loi et avoir du plaisir à faire le bien. Okay, donc elle ne s'exclut pas. Mais la seule chose qui compte pour votre évaluation morale optimale, c'est le respect de la loi. Okay. Donc qu'est-ce que je suis quand même, je vais reprendre des choses un peu plus près là-dessus. J'aurais dû avoir ça en tête parce qu'effectivement, il doit y avoir une hiérarchie entre
comment est-ce que Kant compare la personne qui agit par respect de la loi et qui, comme Giacomo dans l'exemple précédent, souffre énormément de faire du bien à autrui, et la personne qui aussi agit par respect de la loi, mais elle qui prend plaisir à faire du bien à autrui? Est-ce qu'il y a une hiérarchie entre ces deux personnes-là? Euh, on a plutôt envie de mettre la vertu du côté de la personne qui prend plaisir à faire du bien à autrui, mais je ne sais pas si Kant est explicite là-dessus. Enfin, je ne sais pas, non, vous semblez vous-même étonné, parce qu'il y a quelque chose d'un peu rigoriste chez Kant, je vais creuser ça dans un instant, parce qu'on peut se dire, oui, Giacomo, en un sens, il souffre tellement de faire plaisir à autrui que de respecter la loi, pour lui, ça lui coûte encore plus, donc c'est encore plus admirable moralement, c'est peut-être ça que vous avez en tête. Ouais, il doit surmonter une... Plus on est pire, et si on respecte la loi, plus on est bon. Ouais. Euh, C'est pas... Alors moi, j'ai pas du tout ces intuitions kantiennes, mais je vois que non, non, je dis pas que vous les avez non plus. Peut-être que mais donc je sais pas. Je veux pas m'aventurer là. C'est la question similaire à celle qu'on avait que j'ai traitée tout à l'heure. Je vais essayer de revenir et de reprendre dans le texte, voir s'il dit quelque chose d'explicite sur la comparaison des situations suboptimales. Euh, donc l'homme bon, dit Kant, il fait le bien non par inclination, mais par devoir. Hein. Vous voyez que non par inclination, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'inclination pour le bien, ça veut dire que sa motivation principale, c'est le devoir. Vous vous souvenez quand on a vu à plusieurs reprises en euh, philosophie théorique combien Kant était opposé à Aristote. Hein. Aristote, donc il reprend la terminologie aristotélicienne, forme, matière. Pour Aristote, les formes, elles sont dans le monde. Pour Kant, les formes, elles sont ici. Ben, pour l'éthique, c'est pareil. Grande opposition entre Kant et Aristote. Quand il imagine un être dénué de toute philanthropie, donc le genre de cas qu'on est en train de discuter là, et de bienveillance pour autrui, et qui agirait néanmoins par devoir, pour lui, ça, c'est le paradigme d'un homme moralement bon. Je vais vous mettre la citation dans un instant. Alors que si vous vous souvenez, ou si vous avez vu, ou si vous découvrez un jour l'éthique aristotélicienne, dans l'éthique à Nicomaque, ou dans Scheller, vous avez au contraire l'idée totalement opposée que la vraie vertu, c'est le fait de ne plus avoir vous forcer pour faire le bien. Et quand est-ce que vous arrivez à être vraiment vertueux? C'est quand c'est devenu très naturel pour vous de faire le bien. Ça fait partie de votre... Vous voyez l'opposition totale. D'un côté, vous avez l'idée qu'il ne faut pas agir par inclination, enfin qu'il ne faut pas agir principalement par inclination pour faire le bien, alors que pour Aristote, vous avez l'idée totalement inverse que c'est l'homme vertueux, c'est celui qui finit, à force d'exercice, d'apprentissage, à faire le bien complètement spontanément par inclination. Je vous donne j'ai une citation d'Aristote ici. Voici ce que dit Aristote, totalement anti-Kant. On n'est pas véritable homme de bien quand on n'éprouve aucun plaisir dans la pratique des bonnes actions, pas plus que ne serait jamais être appelé juste celui qui accomplit sans plaisir des actions justes, ou libéral celui qui n'éprouve aucun plaisir à faire des actes de libéralité, et ainsi de suite. S'il en est ainsi, c'est en elle-même que les actions conformes à la vertu doivent être des plaisirs. Vous voyez, on ne peut pas faire plus opposé en termes d'éthique que Kant et Aristote. Et voici ce que dit Scheller, qui est sur ce point dans le même camp qu'Aristote. L'attitude de la belle âme n'est pas égale à celle de l'homme de... Donc, Scheller, c'est après Kant. Hein. Aristote, c'est avant, je pense que vous savez, mais qui sait. L'attitude de la belle âme n'est pas égale à celle de l'homme de devoir. Elle est supérieure en valeur. C'est ce que ces principes interdisent à Kant d'accorder, puisque pour lui, le mot bon n'assume une signification qu'à partir du concept d'obligation idéale. Sinon, comme l'enseignent beaucoup de passages, à partir de l'idée de conformité au devoir. Aussi, le bon accompli par pure inclination représente-t-il pour lui une contradiction in adjecto. Donc vous ne pouvez pas faire le bien par pure inclination. Alors que Scheller, dans sa première phrase, dit la belle âme, c'est quelqu'un qu'on a envie de valoriser. Pour Kant, on ne peut pas le valoriser. Donc là, vous avez une opposition très forte entre ce rigorisme kantien qui vous commande d'agir par devoir et les philosophies, les théories de la vertu d'Aristote et dans une certaine mesure de Scheller qui pensent que si vous agissez spontanément et non pas en vous forçant à suivre une loi, c'est encore mieux. Bien, donc on a répondu, je vous souvenez, je vous ai posé deux questions, on s'est posé deux questions.
on s'est demandé, on sait que pour que la volonté soit bonne, il faut qu'elle agisse conformément à une norme, et on s'est demandé qu'est-ce que c'est qu'agir conformément à une norme. Et là, on a vu, en fait, il ne suffit pas juste de suivre la norme, il faut en plus, d'après Kant, respecter cette norme. Okay, pas juste remplir agir en conformité avec la norme, mais il faut en plus le faire en ayant cette attitude de respect pour la norme. Donc, on sait un petit peu mieux ce qu'il faut faire pour avoir une volonté bonne. Il faut contempler une norme, agir par vouloir, par respect de cette norme. Mais maintenant, on a une autre question, c'est de savoir par respect de quelle norme. Enfin, quelle est la norme qui doit guider notre action. Okay, jusqu'ici, on est un peu en surplomb. On sait que notre volonté morale sera moralement bonne si elle répond à une norme fondamentale. Mais la grande question, c'est de savoir c'est quoi cette norme fondamentale qui va faire de nous des êtres moraux, si tant est qu'on agisse selon ce devoir ou par devoir. Et bien cette norme fondamentale, vous l'avez deviné maintenant, ça va être ce que Kant appelle l'impératif catégorique. Et cet impératif catégorique, ce n'est pas l'expérience qui peut nous le donner, ça peut être que la raison. Okay, l'expérience, dit Kant, ça nous donne juste des impulsions. Notre sensibilité, ça nous donne des choses qui nous poussent à rechercher l'agréable, mais c'est justement pas ça la morale. On vient de débarrasser la morale de toutes ces notions empiriques de plaisir, d'agréable, d'inclination. On veut avoir l'impératif catégorique. Alors qu'est-ce que c'est que cet impératif catégorique? Les commandements de la raison sont des impératifs qui sont soit formulés à l'air d'impératif, soit de mode impératif, fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, soit exprimés par le verbe devoir. Okay. Laissons tomber ça. Donc, non, pourquoi je dis ça? Donc, ces devoirs qui s'imposent à nous, pour nous, c'est difficile de les suivre, parce que justement, on a des inclinations qui parfois nous éloignent des devoirs. Mais pour une volonté parfaite, il suffirait de voir le devoir pour agir directement en conformité et en respect de ce devoir. Donc voici, et je terminerai là-dessus, rationalisme moral de Kant, on découvre les lois morales par la raison. Tous les concepts moraux ont leur siège et leur origine complètement a priori dans la raison humaine la plus commune aussi bien que dans celle qui est au plus haut degré spéculative. Ils ne peuvent pas être des êtres abstraits d'une connaissance empirique et par suite simplement contingente. Vous voyez la chose importante, dans la raison humaine la plus commune, aussi bien que dans celle qui est au plus haut degré spéculatif. Pourquoi est-ce que Kant dit ça? Kant, il est dans la philosophie pratique ici. Il veut montrer que la morale, c'est quelque chose qui s'impose à tout le monde. Il n'est pas en train de dire seuls les philosophes, on accède à la loi morale, donc nous seuls, et autres raisons spéculatives, on peut voir l'impératif catégorique et nous sommes des êtres moralement bons. Il pense que ça, ce serait parfaitement horrifiant. Il pense que tout un chacun peut découvrir en lui la loi morale. Okay. C'est pas la raison spéculative, la raison théorique, tout ce qu'on fait nous ici en philosophie, où on se casse la tête à découper des concepts, mais chaque être humain, même les non-philosophes, peuvent découvrir en eux la loi morale. Hein? Oui. Est-ce que pour lui, elle est objective, cette loi morale? Elle est parfaitement objective. Elle s'applique universellement, en toute époque, en tout lieu, et même en toute époque et en tout lieu possible. D'accord ? Et la prochaine fois, on découvrira quelle est cette loi morale qui s'applique objectivement et qui peut faire de vous des êtres bons si vous la respectez. Merci beaucoup pour votre attention et n'oubliez pas l'obligation catégorique qui s'impose à vous de lire les 30 premières pages des prolégomènes que je vous mets en ligne tout à l'heure. Bonne semaine. Des fondements de la métaphysique des mœurs, pardon, pas des prolégomènes, c'est ce que je dis.